Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver le soir dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde, 21h, 23h. Nous analysons l'actualité avec nos invités. Nous faisons le tour de cette question posée sur la table du débat. Et ce soir, nous parlons principalement des 2 ans du gouvernement John Gouttier, le 4 janvier 2019, pour le bilan contre toute attente, supprimait l'ensemble de la classe politique et nommait un tout nouveau Premier ministre, Joseph John Gouttier, Sa Majesté Dr Joseph John Gouttier, le fils du sud-ouest du Cameroun, qui prenait alors la place qui était occupée jusque-là par Philemon Yang, le fils du nord-ouest du pays. Une nomination qui a davantage donné également de pouvoir apporter quelques réajustements au gouvernement de la République qui compte 63 membres, dont 4 ministres d'État, 31 ministres, 12 ministres délégués, 5 ministres chargés de mission, 10 secrétaires d'État. Ce gouvernement compte par ailleurs 8 femmes en son sein, il faut le préciser, et ce gouvernement est en poste donc depuis le 4 janvier 2019, 4 janvier 2021, cela fait très exactement 2 ans que Chief Dr Joseph John Gouttier est donc à la tête de cette structure gouvernementale. Mais quel résultat 2 ans après l'évaluation pourrait ou doit être faite pour davantage se projeter, surtout que nous sommes dans une nouvelle année avec de l'espoir et des perspectives, si on s'en tient au discours qui a été servi à la nation le 31 décembre 2020 dernier par le chef de l'État Paul Biya. Ce soir donc avec nos invités, nous faisons le tour de ces 2 ans de ce gouvernement John Gouttier. Quels sont les avantages, quels sont les ratés et davantage vers quelle perspective pourrait envisager ou pourrait se porter ce gouvernement John Gouttier. Voilà des questions et bien d'autres qui sont évoquées dans le cadre de ce programme de ce soir. Tout au clair sur la télévision du monde, tout au clair, c'est une émission interactive. Mesdames, Messieurs, vous le savez, nous vous invitons à nous accompagner à travers nos 2 points d'accès, le 699 57 30 26, 699 57 30 26 ou alors LTMT officiel. Nous sommes d'ailleurs déjà en screening sur notre page Facebook, vous permettre vous également à travers vos smartphones, vos ordinateurs, de pouvoir vivre pleinement ce débat interactif sur la télévision du monde. Tout au clair donc dans l'instant blanc pour ce mercredi, cette première livraison de cette nouvelle semaine, de cette nouvelle année 2021. Nous allons avec nos invités donc décrypter cette actualité. Ils sont donc des acteurs triés sur le volet ce soir. Avec eux, nous ferons le tour de la question. Et parmi ces invités, le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, Jacques Bertrand-Mont, c'est son nom, il est avec nous ce soir. Jacques Bertrand-Mont, bonsoir. Bonsoir Monsieur Moutomé, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. J'adresse également bonsoir à l'ensemble des Camerounais qui ont adhéré au mouvement Je veux ma CNI, je veux ma carte nationale d'identité, qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Nous aurons le temps de revenir à cette actualité dans les éditions qui suivent. On va recouper autour de cette affaire pour davantage comprendre de quoi il en retourne. Oui, parce que c'est une actualité importante au Cameroun, comme toutes les autres actualités d'ailleurs. Donc, nous sommes très contents de participer à ce débat citoyen ce soir et nous espérons apporter quelque chose de nouveau au Cameroun. Merci beaucoup à vous, Jacques Bertrand-Mont du PCRN. Le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun est également avec nous, économiste de projet. Il est donc avec nous dans le cadre de ce débat de ce soir. Emmanuel Kounié, c'est ton nom. Emmanuel Kounié, bonsoir. Bienvenue encore à Tout au clair. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je voudrais dire que par rapport à la thématique qui nous réunit ici ce soir, j'ai eu beaucoup de la peine à me retrouver. Je suis là, mais je me dis que peut-être chemin faisant, on pourra trouver quelque chose à se mettre sous la dent parce que j'ai cherché dans ma tête à quoi ça retournait, qu'est-ce que c'est que cette affaire de bilan des actions du Premier ministre où j'ai pas trouvé grand-chose et puis je me dis, bon, ben, peut-être chemin faisant, nous pourrons arriver à trouver quelque chose, mais j'avoue que pour ma part, je ne sais pas exactement si nous aurons grand-chose à débattre.
Merci à vous, Emmanuel Kouni, d'être avec nous dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Les autres acteurs vont nous accompagner dans le cadre de ce débat. Et parmi ces acteurs, le représentant du Social Democratic Front, Mathurin Biol, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir pour cette nouvelle année 2021. Mathurin, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous accompagner pour cette première semaine de Tout Clair sur la télévision du monde. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et bonsoir mes co-panélistes. J'aimerais commencer véritablement d'abord cette soirée en m'inclinant devant la mémoire de 5 Camerounais qui viennent de tomber dans la région du Nord-Ouest. Il s'agit en particulier de 4 de nos vaillants soldats de l'armée camerounaise et aussi des responsables départementales de la communication de cette partie du pays. Donc j'aimerais véritablement m'incliner et adresser mes condoléances aux familles qui ont été éplorées et demander véritablement aux populations de cette zone-là de beaucoup de courage. Et nous leur demandons véritablement de se rapprocher ou alors de soutenir l'armée et de dénoncer ceux d'entre eux qui pactisent avec les sionistes, avec les terroristes ambazoniens, de les dénoncer afin que véritablement nous puissions aller vers la paix et que le Cameroun retrouve sa tranquillité d'antan. Alors, le Cameroun doit pouvoir retrouver sa tranquillité d'antan. On en parle encore lundi dans le cadre de ce programme de Tout au Clair sur la télévision du monde. Nous avons fait un focus sur le discours du chef de l'État Paul Biya avec bien évidemment son accent sur cette crise anglophone qui perdure et qui a du mal à trouver des solutions. Nous avons essayé de décrypter ce discours en faisant également le point sur les propositions faites par le chef de l'État Paul Biya, notamment le statut spécial qui attend d'être implémenté dans ces deux régions au regard de la mise en route des conseils régionaux et même l'implémentation de cette résolution du Grand Dialogue National Inclusif. Un autre acteur est avec nous ce soir. Il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est par ailleurs un acteur de choix dans les universités du pays, notamment l'université de Douala. Lui, c'est André Luther Meika, que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus. André Luther, bonsoir. Bienvenue à ce programme du soir. Bonsoir, Monsieur Moutonnet. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tout au Clair. Je suis d'autant plus intéressé de participer au débat national et d'édifier les Camerounais à ma qualité de modeste représentant du RDPC. À la suite de Monsieur Mathurin Biol, je voudrais signifier que le porte-parole du gouvernement, le ministre Emmanuel Sadi, a commis un communiqué pour situer les attentats des terroristes qui se sont passés dans la ville, notamment dans la ville de Bangui, où il y a eu pratiquement 5 morts, 4 blessés, et Madame Lewisi Rebecca Djemé, déléguée départementale de la communication Mamono, qui est passée de vie à trépas, et notamment 3 blessés. Donc le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, au nom du chef de l'État, a adressé les condoléances du président, n'est-ce pas, à la famille durement éprouvée. Et nous, en tant que militants du RDPC, nous disons qu'il est important que les populations du nord-ouest et du sud-ouest prennent acte et agissent du fait que nous avons déjà perdu beaucoup de Camerounais dans cette guerre. Et ce n'est plus, n'est-ce pas, de la sécession, c'est du terrorisme, parce que les Camerounais meurent abondamment. Et il est important aujourd'hui qu'ils retournent les fusils et qu'ils condamnent fermement tous ceux qui, n'est-ce pas, font ce massacre-là tous les jours dans les 2 régions. Merci beaucoup à vous, André Luther Meika, et on va rester avec vous pour planter le décor de ce programme de ce soir. Il y a 2 ans pratiquement, jour pour jour, Paul Biya a apporté du 109 au gouvernement de la République à un moment, notamment Chief Dr Joseph John Gouté à la tête de ce gouvernement-là. 2 ans plus tard, peut-on jusqu'à ce jour se dire finalement la bonne personne de Wadman a de la place? Je voudrais d'abord, pour planter le décor, poser la question qui est le Premier ministre Dr Chief John Gouté. Il est important de savoir qu'il a un parcours tout à fait exceptionnel parce qu'il a été l'ancien directeur de l'ENAM, l'école de l'administration de la magistrature. Il a été ministre délégué
auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth. Et il a, dans le cadre, n'est-ce pas, de négociations auprès du Cameroun à l'extérieur, représenté le Cameroun dans plusieurs instances. Il a été le représentant du Cameroun au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a été le représentant de la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples représentant le Cameroun, et il a représenté le Cameroun aux négociations qui ont abouti à la création de l'Union africaine et de l'AST. Il a été membre de la commission mixte Cameroun-Nigeria. Il sera difficile de faire tout. Non, c'est important de le savoir parce qu'il y a des CV qui circulent, qu'il y a un certain président de parti qui a fait beaucoup de choses. Je voudrais rappeler, et là je finis par là, qu'il a été membre de la commission mixte Cameroun-Nigeria qui a abouti, n'est-ce pas, à la rétrocession de Bakassi. Donc, il est donc important de savoir que c'est un homme d'expérience qui a été ici à la tête de la primature du Cameroun. Et je voudrais vous dire, vous l'avez dit tantôt, que l'équipe qui a été installée depuis le 4 janvier 2019 a eu, n'est-ce pas, une mission du chef de l'État. Vous savez, c'est le président Paul Biya qui définit la politique de la nation et le Premier ministre coordonne les activités et le gouvernement implémente, n'est-ce pas, ces activités-là. Donc, quelles sont les missions qui ont été données au gouvernement Diangoute? D'abord, la consolidation de la paix, la consolidation de l'unité nationale, l'accélération de la décentralisation, la préparation des élections municipales, législatives et régionales et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Je voudrais commencer d'abord par la consolidation de la paix. Je voudrais vous dire que lorsque le Premier ministre Diangoute arrive, n'est-ce pas, à la primature, il trouve le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Et qu'est-ce qu'il fait? Épris de paix, un homme fédérateur, assembleur et pondéré, lui-même fait le voyage pour le nord-ouest et le sud-ouest, où il fait la tournée dans tous les départements pour sensibiliser par rapport, n'est-ce pas, à la question de la paix. Et à ce niveau-là, je crois qu'il a dit de sa propre bouche que tous les sujets sont acceptés sauf la sécession. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé par la suite que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit le grand dialogue national qui a été bien mené de main de maître par le ministre Dr Diangoute. Il y a eu la première phase de consultation et je crois que le MRC a été consulté parce que la délégation du MRCI est passée. Bon, il y a eu des petits problèmes de guéguerre. Est-ce qu'ils ont pris 3 millions? Est-ce qu'ils n'ont pas pris 3 millions? C'est pas ça qui est important. Il a reçu des hommes politiques, il a reçu la société civile qui venait avec des propositions et par la suite il y a eu le grand dialogue national. Alors, le grand dialogue national a permis qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain nombre de résolutions qui sont à apprécier aujourd'hui. Dès lors que les résolutions sont sorties, on a convoqué l'Assemblée nationale sur la loi sur le code général. Voilà. Il y a eu le statut spécial. Et très récemment, on a sorti, n'est-ce pas, les attributions de l'Independent Public Conciliator. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur le plan politique, il y a eu des avancées notoires sur la coordination, n'est-ce pas, du Premier ministre Diangoute. Vous savez très bien qu'il y a eu l'élection des municipales qui s'est très bien passée sur le terrain. Le MRC n'a pas participé aujourd'hui, ils en payent les frais. Il y a eu les élections législatives régionales qui se sont bien passées. Et je dois également préciser que ces élections, effectivement, ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir voir que le Cameroun, sur le plan démocratique, participe véritablement, n'est-ce pas, dans la liberté d'expression du suffrage. Je vais conclure en disant que sur le plan politique, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'organisation des élections, c'est un parcours sans faute. Je reviendrai certainement sur d'autres aspects parce que en ce qui concerne la consolidation de la paix, vous avez vu qu'il y a eu le grand dialogue. Je crois que l'élection des présidents régionaux va permettre à ce que les peuples autochtones disposent d'eux-mêmes des régions et ça va pacifier un certain nombre de revendications. Merci beaucoup à vous. Emmanuel Kounié,
au-delà de ce que constitue Emmanuel Dr Joseph John Goûté, c'est un homme qui a donné depuis son arrivée à la tête de la primature, depuis qu'il est à la coordination générale de l'action gouvernementale. Oui, mais quand vous mettez quelqu'un de nouveau à la tête d'une institution comme celle-là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le train-train quotidien, ce qu'il fait au quotidien. C'est qu'est-ce qu'il fait de particulier. Si on avait, le président de la République a prescrit le dialogue et lui a demandé d'aller dans le nord-ouest, sud-ouest faire des consultations. Je crois que n'importe qui l'aurait fait. N'importe qui serait descendu sur le terrain pour faire des consultations. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quel niveau a-t-il mis du sien pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on dise que waouh, voilà quelque chose de particulier. C'est ça qui est important. Donc, on ne peut pas du grand dialogue. Oui, il y a eu le grand dialogue, que d'autres ont appelé le grand monologue, parce que les gens se sont parlé entre eux. Et puis, ils ont pris des résolutions. Ces résolutions, ils sont en train de manière, comment dirais-je, de manière laconique, en train d'essayer de mettre un certain nombre de résolutions en place. Mais ces résolutions, est-ce que ces résolutions sont de nature à convaincre quelqu'un? Moi, je ne sais pas. Parce que quand on regarde les résolutions de ce grand dialogue, je les ai ici. Dans le nouveau document de stratégie nationale de développement, les principales résolutions, il y en a 8. Il y en a 8. Ils ont commencé à parler du bilinguisme et du multiculturalisme, des sujets qu'on avait traités avant le grand dialogue. Ils ont parlé du système éducatif, il fallait faire des traductions. Ils ont parlé du système judiciaire, il fallait créer la communauté. Ils ont parlé maintenant des réfugiés, du retour des réfugiés et des déplacés. Je crois que là, il n'a pas bougé d'un pouce. On a parlé de la reconstruction des régions du nord et sud-ouest. Je crois que là aussi, ils n'ont rien fait. On a parlé du désarmement et de mobilisation. Je crois que là encore, on nous dit qu'il y a des anciens Zambabos qui sont démobilisés, mais personne ne nous a dit où ils sont. Ils sont démobilisés, ils sont dans leur camp. Qu'est-ce qu'on en a fait? Personne ne nous a rien dit jusqu'à maintenant, s'agissant de cela. On nous a parlé du rôle de la diaspora dans la crise. C'est encore flou parce que c'est une des résolutions. Et on nous a parlé de la décentralisation. On a voté un cours de la décentralisation, un cours des collectivités territoriales décentralisées. On est en train d'essayer de l'implémenter. Mais nous constatons que ce code-là ne peut en aucun cas permettre, n'est-ce pas, une avancée réelle, parce qu'on va mettre des autorités au niveau régional, qui sont des élus, qui vont être sous la coupe, sous l'autorité, n'est-ce pas, des gouverneurs nommés. On va nommer des responsables de services, c'est-à-dire qu'il y aura un secrétaire général, il y aura un responsable financier, et puis ça sera la même chose, c'est-à-dire que ceux-là sont des gens qui seront nommés, qui seront dans ces institutions-là, et ça sera ce que nous avons dit avec eux. Donc, il n'y a rien de très particulier qui est mis en place. Donc, pour ma part, je pense que jusqu'à présent, je reste sur ma faim. J'attends voir quelles sont les actions concrètes que le Premier ministre John Goûté a menées, ou bien, parce qu'en réalité, quand vous êtes responsable à ce niveau-là, vous devez avoir une feuille de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grosse problématique, il y a des objectifs, et vous devez, par votre capacité, mener des actions, mettre sur pied des stratégies qui nous permettent, n'est-ce pas, qu'on avance vers les objectifs compte tenu de la problématique. Ça, je ne vois pas du tout. Je vois un Premier ministre qui est assis, chaque ministre, et puis ils sont 63 ministres. Mais c'est énorme. Alors, la coordination des activités. Supposons que on va faire une réunion, comment vous appelez ça, un conseil de cabinet. Si chaque ministre va prendre la parole, faire un petit briefing de cette activité, même pendant 20 minutes, 63 personnes vont prendre la parole, on va parler. Je crois que la réunion va durer toute la journée, même le lendemain, on n'aura pas fini. Donc, le pléthore de ministres fait qu'on ne peut pas voir, percevoir le travail de ce monsieur. Et en plus, les conseils des ministres, je ne sais pas, nous n'avons pas de résolution. Donc, bref, l'action du Premier ministre John Goûté, pour ma part, n'est pas lisible, n'est pas perceptible. On l'a vu dans la lutte contre la Covid-19. On a appris que, à force de crier, certains partis politiques, certains députés ont estimé qu'il y avait des détournements massifs là-dedans, ce qu'il a pu faire, c'est de demander un audit de ces fonds-là pour voir ce qui s'est passé. Bon, écoutez, si lui, il était là en train de mener une action permanente, il ne serait pas en train de s'étonner au point de penser qu'il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, commencer un audit pour chercher. Parce que lui-même, je crois qu'il est dans la périphérie de cette affaire, et puis, il est le Premier ministre, mais au Cameroun, chaque ministre semble être le petit président de la République
dans son ministère et le Premier ministre chargé de la coordination est là pour inaugurer les chrysanthèmes. Alors, Mathieu Biol, sur la fonction de Joseph John Gouté, il est aux affaires depuis 2 ans. Quelle est la lecture que vous faites de ce qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé à la primature à Yaoundé? Bien, cette question me rappelle, soulève dans ma mémoire, n'est-ce pas, me rappelle un titre d'un ouvrage, Cameroun qui gouverne depuis Mbokaya. En réalité, quand on s'interroge sur l'action du Premier ministre, on croit peut-être que le Premier ministre a un rôle à jouer, ou alors il est véritablement, il est responsable de ses actes. Pourtant, en réalité, c'est le président de la République qui, depuis 38 ans, dirige le pays comme ça lui convient. Donc, on ne peut pas attendre d'un Premier ministre une action particulière. Ce sont les créatures du président. Il décide, le Premier ministre exécute. Il peut servir de fusible quand c'est mauvais. C'est-à-dire que s'il engage une action ou bien une mission qui lui a été confiée par le président de la République, s'il ne réussit pas sa mission, le président se sert de lui comme un fusible et le président lui attribue l'échec de cette mission et il essaye d'en sortir toujours grandi, en sortir toujours sain, toujours propre, et les autres assument les responsabilités qui en fait sont les siennes. Donc pour moi, le Premier ministre, quand il est arrivé, il était porteur de beaucoup, ceux qui observaient ses actions, il était porteur de beaucoup d'espoir. On a vu un homme qui était quand même ouvert, un homme qui était franc, qui était disponible. On a vu ça dès 5 mois après son arrivée, ça tournait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a rencontré un certain nombre de responsables politiques, religieux et même de la société civile pour nouer le dialogue et en vue de résoudre la crise qui sévit actuellement dans cette zone. On a cru que par lui, véritablement, on pouvait arriver à des solutions. Et il a suscité de l'espoir, mais malheureusement, on a aussi vu qu'il y a au sein même de son équipe, puisque quand on dit Premier ministre, il n'est que le premier des ministres, il n'est pas véritablement le patron, il n'est pas le patron du gouvernement. Donc, on a vu qu'au sein de son équipe, il y a certains membres du gouvernement qui ont essayé, n'est-ce pas, soit de nous mettre des bâtons dans les roues, soit alors tout simplement d'amener le gouvernement dans la direction qui n'était pas la sienne. Et jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, on voit qu'au nord-ouest ou au sud-ouest, il n'y a toujours pas de solution, il n'y a toujours pas véritablement un retour vers la paix, un retour vers la sécurité. Ce qui veut dire qu'en fait, si on juge le Premier ministre, on peut dire que soit on peut lui attribuer des succès ou on lui attribuer des échecs, mais en vérité, c'est le président de la République qui est comptable, qui est véritablement responsable de la politique qui est menée par le gouvernement. Jean comprends, Joseph John Gouté n'est-il pas le Premier ministre ou alors il est simplement le premier des ministres et que le Premier ministre est davantage le président de la République en revanche chef de l'État? Vous savez, M. Moutomé, dans les pays un peu plus sérieux, déjà la nomination du Premier ministre ne se fait pas au même moment que les autres ministres. C'est-à-dire qu'en France, quand vous voyez, quand on nomme le Premier ministre, il y a quelque temps qui passe pour que lui-même puisse constituer un gouvernement. C'est même ça, l'essence d'un Premier ministre. C'est-à-dire quelqu'un qui sera content de ce que le gouvernement va poser comme acte. Mais ici au Cameroun, il y a une personne qui a nommé le même décret, et d'ailleurs même qu'il se dit qu'il y a des ministres qui ne respectent même pas le Premier ministre. C'est-à-dire ils se disent que c'est le même décret qui nomme le Premier ministre. Donc, il y a un problème. Le Premier ministre au Cameroun, en fait, il répond d'un gouvernement qu'il n'a pas choisi. Il répond d'un certain nombre de choses qui lui viennent comme juste des ordres et tout. Et puis, j'ai suivi M. Meka tout à l'heure nous donner la feuille de route du Premier ministre lorsqu'il a été nommé. Il a dit la consolidation de la paix, ou bien que de 2 ans, aujourd'hui, il y a 2 ans, rien n'a pratiquement changé en ce qui concerne la paix au Cameroun. On continue à voir les mêmes exactions,
au nord-ouest et au sud-ouest, on continue à voir la secte Boko Haram qui agit quelquefois du côté du septentrion. Il a parlé de la consolidation de l'unité nationale. Est-ce que vous avez l'impression que actuellement, quand on parle d'unité nationale, c'est ça au Cameroun? Non. On n'a jamais vu, comme cela se fait depuis un certain temps, la stigmatisation sur les réseaux sociaux. On nous parle de Bamileke, on parle de Betty, c'est des choses qui n'avaient encore jamais été visibles de manière aussi brillante. Des choses qui sont faites, qui sont du fait ou qui sont imputables à Joseph John Gouteux. Je ne questionne pas le bilan de monsieur Joseph John Gouteux. Non, je parle du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est-à-dire que quelqu'un qui coordonne l'action de tout un gouvernement. Donc qui est le ministre au-dessus de tous les autres ministres, comme cela devrait normalement l'être. Et on a parlé de l'accélération de la décentralisation. On entend de revenir dessus point par point. Non, j'aimerais que les Camerounais comprennent qu'en fait, nous avons des gens qui sont là et qui ne sont pas là pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, qui ne sont pas là pour donner un autre sens à la vie au Cameroun, mais qui sont là pour que le temps passe. Parce qu'on a comme l'impression qu'il a été nommé et il faut que le temps passe, rien de concret. Le Camerounais lambda ne ressent pas véritablement pas qu'il y a eu un changement dans la manière de gouverner, dans la manière d'appréhender les choses au Cameroun. C'est pratiquement la même chose. En fait, s'il faut faire un bilan, il faut qu'on se dise que nous sommes restés dans la stagnation, dans l'inertie généralisée que le gouvernement de M. Paul Biya et du RDPC nous a habitués. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps ne passe pas, que les conditions de vie des Camerounais doivent rester stagnantes là, et que tout va bien. Non, il faudrait que ça change. C'est pour cela que nous, au PCRN, nous avons un discours nouveau, nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que nous mettons le Camerounais au centre de tout ce que nous pensons. Puisque nous avons un projet qui est un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Ça veut dire qu'au bout d'un an, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, au bout d'un an, le Camerounais lui-même sentira quelque chose à changer. Mais ce n'est pas la même chose que nous vivons maintenant. Depuis 2 ans, nous sommes dans la même chose. Hein. C'est-à-dire que le temps passe, M. Meka et ses amis du RDPC font les mêmes choses, et puis le temps ne fait que passer. Non. Donc les Camerounais doivent retenir qu'ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour leurs beaux yeux. Et voilà, il faudrait que chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, pour que nous puissions renverser la tendance, il faudrait que cela soit fait. C'est pour cela que M. Moutomé, j'attire votre attention, je suis par là. Chaque semaine, nous sommes dans le maillage territorial au PCRN. Nous installons les comités de base pour que le moment venu, parce que nous sommes dans l'échéance de 2025, donc le moment venu, nous puissions renverser la tendance et installer le PCRN. Le gouvernement Joseph John Gouteux, 2 ans plus tard, est dans la stagnation, l'inertie. Ce sont des mots où, je n'ai pas dit des valeurs, mais davantage des freins qui ont davantage été décriés par le chef de l'État Paul Biya et qui, au moment où il transmettait les commandes à Joseph John Gouteux, rappelait à celui-ci que c'est l'heure de l'action. Est-ce qu'on a conduit de l'action durant les 2 premières années de son magistère de Joseph John Gouteux? Je dois d'abord signifier à mon ami et frère, M. Mon, que ce n'est pas parce que le même décret nomme, le Premier ministre qui nomme les ministres, cela veut dire qu'on les nomme au même moment ou qu'ils ont la même taille. Je dois signifier à tous les Camerounais que les consultations, et ça je parle sous le contrôle de M. Emmanuel Kounié, qui est un ancien, les consultations de nomination se passent bien avant le décret, la publication du décret. Et je peux vous signifier que le Premier ministre est consulté bien avant pour proposer son équipe. Bien avant, même si il arrive parfois, et c'était même différé, on a d'abord nommé le Premier ministre et après on a nommé les ministres. C'est pas parce que sont les noms le même jour, au cours de la même journée, que cela veut dire que on n'a pas consulté le Premier ministre. Donc, c'est des choses qu'il est important de relever pour que les Camerounais comprennent. Je voudrais également repréciser que le président définit la politique nationale de la nation. Le Premier ministre coordonne ses activités parce que c'est le gouvernement qui implémente la politique du chef de l'État.
Et le secrétaire général à la présidence fait le suivi des instructions du chef de l'État. Pour ne pas aller dans la phraséologie, je vous donne les points forts. Le premier point fort, c'est que nous avons pu juguler, maîtriser les crises sociopolitiques. Aujourd'hui, dans le septentrion, les incursions de Boko Haram deviennent de moins en moins rares et l'impact est effectivement déjà maîtrisé, c'est-à-dire qu'ils ne font plus ces carnages-là qu'on avance. Ça veut dire que le BIR a maîtrisé la situation. Les crises sociopolitiques, il faut savoir que c'était véritablement la guérilla urbaine. Après la guérilla urbaine et la force du BIR, sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre John Bouté, les terroristes se sont repliés en forêt. Et je crois que vous avez vu tous les exploits que l'armée camerounaise a pu faire pour pouvoir débusquer, n'est-ce pas, ces camps de concentration des terroristes et pour pouvoir, n'est-ce pas, les neutraliser et pour les autres, n'est-ce pas, pouvoir les arrêter et les traduire devant les tribunaux. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si le chef de l'État, chef suprême des armées, avec, n'est-ce pas, son lieutenant en chef, le Premier ministre, n'avait pas pris la balle au corps, cette menace, aujourd'hui le Cameroun serait déjà coupé en deux et nous serons déjà sur la dictature des terroristes, soit de Boko Haram, soit du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est le très bon point. L'autre bon point, c'est la Covid-19. Mais je dois vous dire que j'ai lu un journal, Le Monde, qui s'interrogeait, qui demandait qui protège l'Afrique, comment les Africains ne meurent pas. Et je vous rappelle que dans cette bataille de la Covid-19, le Cameroun est premier dans la riposte. Nous avons vu le Premier ministre lui-même, son Excellence Chief Dr John Bouté, nous fait le rapport chaque 2 semaines en nous donnant les grandes avancées avec des focus group de riposte où il y avait même, n'est-ce pas, tout un centre multimédia où on faisait des recherches pour voir la plainte et on recevait les Camerounais, on conseillait les Camerounais. C'était exceptionnel, c'était du jamais vu en Afrique. Et je crois que nous mettons ça à l'actif du Premier ministre, chef du gouvernement, de notre chef à nous tous, notre père de la nation, le chef de l'État, qui a su, n'est-ce pas, maîtriser cette hécatombe qui était prévue par l'Afrique et dont le Cameroun est leader dans la gestion du Covid-19. Je continue sur les bons points. Les stades, la construction des stades. Aujourd'hui, nous avons les stades aux standards mondiaux et qui suscitent l'admiration, n'est-ce pas, de tous les Camerounais. Ces stades n'ont pas été implémentés ou dans leur mise en œuvre, leur construction n'ont pas été gérées par Joseph John Bouté. Mais vous blaguez ou quoi? Je suis très sérieux. Le très bien que les stades ont commencé à être construits sous l'ère Philimoyan et simplement Joseph John Bouté a assuré peut-être la fin de ce chantier-là. Non, mais vous blaguez parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité du service public. Et je crois que est-ce qu'on devait mettre des stades de Joseph John Bouté? Oui, non, ce que je voudrais vous dire, c'est que les stades ont déjà été construits. Il y a eu un timing qui a été imposé par la CAF. Et ce timing, le Premier ministre suivait ce timing et il venait à Douala suivre le chantier pour que ce chantier avance. Donc, on ne peut pas dire que ça, le chef de l'État avait proposé option 500 000 emplois, mais le ministre a dit que nous sommes à 350 000 emplois créés. Et ça, nous devons mettre cela à l'actif du gouvernement qui a nécessairement fait un certain nombre d'efforts. Donc, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait la mauvaise foi pour qu'on constate que les choses sont faites. Et vous savez qu'il y a des pays en guerre aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer les salaires, où tout est bloqué, mais les salaires sont payés, les activités fonctionnent. Il est important, n'est-ce pas, de saluer le dynamisme, n'est-ce pas, de ce lieutenant en chef, du chef de l'État, qui est d'abord très présent, ensuite il suit les activités et enfin il fédère
il contrôle si chaque ministre a fait Ce qui est ce qui a donné. Je conclue par une anecdote. Bon, voilà. S'il vous plaît, gardez l'anecdote pour la prochaine prise de parole avant de passer la parole à Emmanuel. Vous voulez prendre la parole? C'est ça vous qui voulez prendre la parole, M. Emmanuel. Avant de passer la parole à Jacques Bertrand, je voudrais rappeler, alors, on va passer à M. Emmanuel Cougnet. Votre vis-à-vis d'en face, André Literméka précise, malgré la querelle ou malgré l'option qui a été soulevée par M. Mang, inertie, attentisme, et André Literméka lui parle d'action du Premier ministre du gouvernement et de l'ensemble de ce gouvernement-là, une action qui est perçue sur le terrain à raison à la fois de la présence, de sa constance sur le terrain et aussi de son ouverture davantage de sa faculté à fédérer autour de lui des énergies de ce gouvernement-là. Bon, c'est peut-être lui qui est le seul à le voir. De toute façon, je sais que M. Meka a l'habitude d'être très éloquent, mais vous allez apprécier sa difficulté, n'est-ce pas, à défendre ce sujet-là, qui est d'ailleurs un sujet très compliqué. Je l'ai bien compris. Mais il faut, pour ma part, dire que, et d'ailleurs, mon jeune frère du PCRN l'a dit tout à l'heure, quand on nomme le Premier ministre et le ministre le même jour, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le président de la République veut démontrer que le Premier ministre n'est pas différent des ministres. Parce qu'il aurait pu le faire la veille, pour faire au moins il aurait été plus élégant de le faire même 2 jours avant. Même si le Premier ministre ne devait pas être la personne qui conduit le gouvernement. Mais le même jour, ça le dévalue de toute façon. Ça le dévalue, c'est une façon de dire qu'en dehors de lui, il y a une seule personne qui a monté au pouvoir, c'est le président de la République. S'il pensait qu'il y a un second, il aurait dû le nommer d'abord et 1 jour, 2 jours après, nommer les autres, même s'il n'y a pas de consultation. Ça, ce n'est pas fait. Et ce n'est pas, c'est fait à dessein. C'est-à-dire que c'est un indicateur de pouvoir. C'est pour démontrer qu'il les prend tous de la même manière. Maintenant, s'agissant de la capacité du Premier ministre à avoir la même mise sur l'action gouvernementale, je voudrais vous dire que, dernièrement, il y a des petits faits. Il y a eu un problème à FECAFOOT entre le président de la Ligue professionnelle et le président de la Fédération camerounaise. Et la présidente de la Fédération camerounaise. Il y a une note du secrétaire général du Premier ministère qui a circulé dans les réseaux sociaux, où il disait au secrétaire général du Premier ministre, c'est-à-dire que le secrétaire général de la présidente de la République dit au secrétaire général du Premier ministre que le président lui a dit de dire au Premier ministre, de dire au Premier ministre, de dire au ministre des Sports, de dire au président d'aller régler le problème Africa Foot. Dans un système normal, ça se fait soit en conseil des ministres, soit en conseil de cabinet. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on dit quel est le problème, tac, 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 on l'a réglé. Mais chez nous, c'est des correspondances qui vont d'instruction en instruction. Ça veut dire qu'en réalité, la coordination de l'action gouvernementale n'existe pas. On va d'instruction en instruction. C'est pas comme ça qu'on connaît l'action gouvernementale. Si on est dans un système normal, tout ce monde devait s'asseoir autour de la table et le Premier ministre devait arbitrer et trancher. Ça n'a pas été le cas. La preuve, tout cela a été fait et nous ne sommes pas sortis de berge à ce jour. Alors, on n'a pas l'inertie que le président de la République a décrit l'inertie. Non, le président de la République n'a pas décrit l'inertie. Le président de la République ne vient pas s'interroger. Il vient nous apporter des solutions. Quand il fait un discours, il dit qu'est-ce qui nous manque et tout ça. C'est pas ça le discours du président de la République. Son discours, c'est d'apporter des solutions au problème. C'est pas de poser des questions et de s'en aller. Il pose des questions à qui? Donc il demande au peuple ce que nous on lui demande. Ce n'est pas normal. Tout ça, c'est une façon de démontrer que le pouvoir n'est pas, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas géré. Le pays n'est pas géré. Alors, je voudrais également dire que on n'a pas eu la maîtrise des crises sociales. Non, on ne peut pas dire que les crises sociales sont maîtrisées. Dans le nord et sud-ouest, tous les réfugiés et les déplacés sont encore là où ils étaient. S'il y a une légère amélioration, on va le thermomètre de cela, c'est-à-dire que l'indicateur de cela, c'est on va voir comment les gens sentent qu'il y a une légère amélioration. Ils vont commencer à revenir. Mais il n'y a rien de cela. Les gens sont campés là où ils sont, ça veut dire que la peur n'a pas baissé d'un degré et que la situation est intacte. Donc on ne nous dise pas que oui, on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de déplorer des morts. Des morts, alors que les gens étaient en train d'aller faire leur travail quotidien, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont en mission pour aller faire le travail et qui perdent leur vie. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont chargés d'assurer la sécurité des hommes et des biens, alors que leur propre sécurité n'est pas assurée.
Dans ces conditions, vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que la situation socio-politique est en train de... Enfin, la situation de crise est en train de s'améliorer. Étant entendu que les gens sont encore dans les groupes de réfugiés, sont où ils sont, les déplacés sont là où ils sont. Donc, pour ma part, je crois que M. Dion Bouté n'a pas encore commencé son travail. D'ailleurs, ils nous ont 2 ans après. Non, il n'a rien fait. Ils vont vous dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, il y a eu des querelles, etc. Mais je dis qu'il n'a rien fait. Et parlant des projets structurants, il en a eu 27. Aujourd'hui, même quand vous regardez, n'est-ce pas, leur stratégie nationale de développement, il cite à peine 3 ou 4 de ces projets. Le pont sur le Vouri, le port de Kribi, peut-être 2 barrages, et puis il s'en tient à ça. Mais vous vous souvenez que quand ici la gare est venue, il leur dit qu'on ne peut pas commencer 27 projets à la fois, il leur demandait de laisser certains projets et de faire en sorte que d'autres se mettent en service. Ils ont dit que non, ils devaient continuer, etc. Ils sont cassés la figure. Aujourd'hui, tous ces projets sont dans la nature. Et ils ont fait chercher l'argent pour entrer dedans. Ils ont fait des investissements massifs sur des projets qu'ils ont appelés les projets de génération. Aujourd'hui, nous avons sorti un document. On aura peut-être une autre occasion pour en parler. Où je peux vous démontrer que c'est-à-dire que le nouveau programme économique là, c'est un programme économique qui ne peut pas produire les résultats. Le programme a parlé de 8%. On ne peut pas avoir 8% de croissance. Il a parlé de la relance. On ne peut pas parler de relance économique quand on est en pleine décrépitude. En économie, quand on descend, on ne cherche pas à monter. On cherche à se stabiliser. On stabilise l'emploi. Il a parlé des emplois. Mais vous voyez que les emplois où toutes les entreprises ont diminué le personnel. Alors si vous parlez de quelques emplois qu'on met à la fonction publique, qu'on met dans l'armée, ce n'est pas de ça qu'il agit, puisque nous sommes dans une phase où nous pensons qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, réchauffer l'économie du Cameroun. Et on a dit qu'on doit entrer dans une phase de transformation structurelle de l'économie. Ça veut dire que le secteur privé doit être celui qui doit pouvoir nous amener en nous permettant d'entrer dans une nouvelle chaîne de valeur. Vous voyez ça quelque part? Les investissements massifs, est-ce que vous voyez que le niveau de l'énergie a augmenté? Donc, M. Dion Bouté doit identifier des éléments précis sur lesquels il doit appuyer son action et puis dire au peuple, voilà ce que j'ai pu faire en telle période, voilà ce que j'ai pu faire. Sinon, il va entrer dans le train-train et puis ça va être ce que nous racontons au quotidien là, et puis je peux vous assurer que, pour ma part, je vous ai dit d'entrer le jeu, que je ne voyais pas grand-chose à dire dans la politique de M. Dion Bouté. S'il en a une, mais je crois que lui est là, c'est le gars, enfin, je ne peux pas utiliser certains mots, mais il est là pour faire ce que le président lui veut faire, et puis on ne peut pas le juger, il ne mérite pas d'avoir un jugement. Il ne doit pas faire un bilan, c'est le président qui fait le bilan, lui il est le second du président dans l'administration, c'est tout. Donc de grâce, il faut que vous compreniez que quand on doit faire le bilan de quelqu'un, on doit voir des points, des pics sur lesquels il a posé des actes, et ce n'est pas le cas. Alors, Joseph Dion Bouté n'a pas posé des actes, encore moins son gouvernement, depuis 2 ans, qui sont là, qui assurent l'action gouvernementale, telle que confiée par le chef de l'État. Monsieur Moutomé, en fait, quand nous faisons une analyse sur les actions posées par un gouvernement, on ne se cantonne pas seulement à regarder le Cameroun, parce que le monde est devenu un village planétaire où on peut regarder à gauche, à droite, voir comment est-ce que les grandes puissances, les pays sérieux se comportent, leur gouvernement, et ainsi de suite. Donc, sur ce prisme-là, on se rend compte, il y a une chose, il y a une notion au Cameroun qu'on dit sur haute instruction du chef de l'État. C'est-à-dire que chaque fois, quand vous verrez quelque chose qui doit se faire, vous entendez sur haute instruction du chef de l'État, ça veut dire qu'on est dans un gouvernement où personne ne peut prendre une initiative. On a un premier ministre qui ne peut décider, il ne peut rien initier sur haute instruction du chef de l'État. Maintenant, M. Meka a dit que voilà, il y avait sur les prophètes du Premier ministre, il a parlé de la Covid. Non, M. Meka, la Covid, la manière dont nous avons géré la Covid, il faudrait que nous puissions être francs envers nous-mêmes en reconnaissant qu'on a été chanceux. Parce que s'il y avait vraiment des cas de malades qui tombaient de part et d'autre, il aurait été difficile pour ce gouvernement que nous connaissons tous de gérer. Donc vous l'avez dit que on n'a pas bénéficié de la stratégie, de la technique, la preuve de ce gouvernement-là. La preuve, les sites qui ont été aménagés, il y a eu combien de personnes là-bas? Il n'y a pas eu grand monde de ce côté-là. Ça veut dire qu'on a été chanceux sur cette question. Et puis maintenant, M. Meka nous a parlé tout à l'heure des stades. M. Meka, rappelez-vous que c'est à cause des chantiers inachevés qu'on a repoussé la taille. Qu'il y a eu un glissement de date. J'ai l'impression que vous avez oublié ça. C'est bien parce qu'on n'a pas pu finir les chantiers de la TAN à temps que nous n'avons pas pu organiser cette TAN au moment où on devait l'organiser. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi, les emplois,
Il y a eu des emplois, M. Meka. À part les concours administratifs qui sont généralement organisés et tout. Où est-ce qu'il y a eu emploi? Parce que chaque fois que le gouvernement du RDPC nous dit que voilà, il y a eu 355 000 emplois, on ne nous dit jamais dans quel secteur d'activité. Donc les bensikineurs qui sont dans la rue, là, les colboxeurs, ainsi de suite, vous comptez cela comme étant des emplois. Oui, donc, cher Camerounais, comment est-ce que ce que nous réserve le gouvernement du parti de M. Meka, c'est-à-dire que quand des gens achètent leur moto, se mettent dans la rue, prennent des risques et tout, ils parlent d'emploi. Maintenant, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie proprement dit des Camerounais, on a eu des chantiers, des infrastructures, le barrage de Mbele, de Mekine et tout. Qu'est-ce qui a changé en ce qui concerne l'offre d'électricité au Cameroun? On continue à avoir les mêmes coupures intempestives d'électricité. Je pense que j'aurais pu arriver en retard ici tout à l'heure parce qu'il fallait que je repasse quelque chose et il n'y avait pas d'électricité. Et les Camerounais vivent ce calvaire tous les jours. Bon, sur le plan sécuritaire, maintenant, M. Meka, en fait, il faut que vous sachiez que le Premier ministre n'est pas content de la sécurité au Cameroun. Parce que, la preuve, chaque fois que les renseignements généraux envoient un message, ce message est adressé au secrétaire général de la présidence et jamais au Premier ministre. Vous allez vous rendre également compte que le Premier ministre ne s'adresse jamais directement au ministre de la Défense ou alors au ministre de l'administration territoriale. Ces ministres-là reçoivent généralement directement leurs instructions, soit du secrétaire général de la présidence, soit du président de la République lui-même. Donc, M. Frédéric Moutomé, j'essaie donc ici de démontrer aux Camerounais que nous sommes dans l'inertie en fait. Nous sommes dans l'inertie, nous avons à la tête du Cameroun des hommes qui sont là, soit pour s'enrichir, ou alors pour laisser le temps passer et continuer à remplir leur CV, j'ai été ceci, j'ai été cela, mais pas pour penser véritablement aux Camerounais de souche moyenne qui souhaiteraient avoir un toit sous lequel se reposer chaque soir, un plat de nourriture convenable pour manger, qui aimerait envoyer ses enfants à l'école et tout, parce que les Camerounais continuent à avoir ces problèmes-là. Les emplois, on a vu lors de la période qui était très chaude en ce qui concerne le Covid, on a bien vu comment est-ce que les gens étaient renvoyés de leur travail. Et jusqu'à présent, le gouvernement camerounais ne parle pas de cela. Il y a eu un pic en ce qui concerne le chômage au Cameroun et il n'y a encore eu aucune mesure qui a été prise jusqu'ici pour remédier à la situation. Tous ceux qui ont été renvoyés continuent à rester au quartier. Ils ont lancé un gadget. Il y a eu une histoire où on disait que les PME recevront une subvention de la part du gouvernement. Il n'y a pas eu de traçabilité dans cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, c'est vase clos. Donc, M. Meka, en fait, nous retenons, nous Camerounais, nous retenons que le gouvernement est dans la stagnation, l'inertie généralisée. Un gouvernement qui plutôt se veut optimiste, qui se veut avant-gardiste, qui se veut plutôt à l'écoute de la population. Est-ce ce que vous pensez, ou alors vous estimez que le gouvernement est très loin de cette population-là et a du mal à trouver des solutions pour leur apporter un mieux-être? Je pense que nous sommes ici ce soir pour parler du bilan de M. John Ngouté. Et de l'ensemble du gouvernement. De l'ensemble du gouvernement, bon, s'il le faut. Mais il faut comprendre une chose, M. John Ngouté n'a pas été élu par le Camerounais. Tout le monde peut pas être élu. Voilà. Une façon de dire que M. John Ngouté n'est pas de celui qui n'est pas comptable de ce qu'il fait. Celui qui a été élu par les Camerounais, c'est M. Biya. Et c'est M. Biya qui, depuis 38 ans, forme le gouvernement au Cameroun. C'est M. Biya qui, depuis 38 ans, nomme les ministres. Il en est déjà à plus d'une trentaine de gouvernements. Et je mets quiconque ici au défi de nous dire ce qu'il a comme souvenir de Yann Philemon, ou bien de Peter Mafani Moussonguer, ou bien de Dachidi Achou, ou bien de... Ce sont des individus qui arrivent, n'est-ce pas, et qui passent. Ils ne sont comptables de rien. La misère qui est actuelle dans ce pays, c'est M. Biya qui en est responsable. Les difficultés des enfants d'aller à l'école. On nous dit que l'école est gratuite au primaire. Ce n'est pas le cas. On nous dit qu'un enfant à l'hôpital de 0 jusqu'à 5 ans, je veux dire d'un jour à 5 ans, a droit de soins, un traitement de paludisme gratuit. Ce n'est pas le cas. Et ceci, à l'université,
le manque de laboratoires mal équipés, les amphis surchargés, surplombés, surpeuplés, hein? les bâtiments inexistants. Tout ça, c'est le bilan de M. Biya. C'est lui qui prétend être élu par les Camerounais. C'est donc lui qui, chaque fois, doit être mis au tribunal. Et c'est son action qui doit être jugée. Monsieur John Gouté, regardez, j'étais récemment à Yaoundé. J'ai vu une ville qui se prépare à accueillir un événement comme le champ. Une ville sale, hyper sale. La poussière partout. Les ordures partout. Si c'est M. Biya qui devra venir. S'il y a véritablement. Est-ce que c'est M. Biya qui devrait, puisque vous parlez de ce que M. Biya a été élu par les Camerounais, donc est seul comptable de cette action-là, est-ce que c'est à M. Biya de venir nettoyer la ville? Par exemple, puisque vous évoquez la question de l'insalubrité, venir nettoyer la ville de Yaoundé, alors qu'il y a des gens qui ont la responsabilité d'assurer ce type de travail et davantage avec à la tête une coordination. L'inertie dont on parlait tout à l'heure, c'est dû à quoi? Lorsque M. Biya ne tient pas des conseils ministres, des conseils ministériels, que c'est le Premier ministre qui est obligé chaque fois à rassembler ceux qui peuvent se plier à son autorité pour venir dans ce conseil de cabinet. Qui se plie à son autorité. Mais bien sûr, puisque vous savez, lorsque le grand dialogue national avait été convoqué, M. John Gouté, il avait prévu que tous les sujets devaient être débattus. Mais on a vu le ministre de l'administration territoriale passer sur une chaîne étrangère dire que non, ce n'est pas le cas. Qu'on ne parlera pas de la forme de l'État. Tous les autres sujets pourront être débattus, sauf celui de la forme de l'État. Ça montre que M. John Gouté n'est pas véritablement celui qui commande tout le gouvernement. Il dit une chose, un autre ministre passe sur notre chaîne, il dit autre chose. Donc, c'est le chef de l'État qui devait, au moins, comme ça se fait dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, monsieur, c'est pas effectivement pour réunir ces ministres, il y en a des ministres qui ne voient même pas, qui passent même 5 ans au gouvernement et qui n'ont même pas l'occasion d'avoir un entretien avec le président de la République. Donc vous comprenez donc. C'est toujours le bilan de John Gouté. C'est façon de dire que M. John Gouté n'est pas élu par les Camerounais. Donc on ne peut pas venir là se mettre à juger. Le 31 décembre 2019, celui qui a nommé M. John Gouté, c'est-à-dire que M. Biya, il a évalué M. John Gouté. Il a dit qu'il est satisfait de sa conduite du gouvernement. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait du tout. Lui, il dit qu'il est satisfait. Mais les populations, qu'est-ce que les populations disent? Les populations disent quoi? Partout, au nord-ouest, au sud-ouest, les Camerounais perdent leur vie. Les soldats sont tués. La ville de Yaoundé les deux villes qui vont recevoir des événements importants bientôt. Regardez comment ces villes-là sont. C'est le gouvernement qui devrait véritablement exécuter ce que le président, s'il a demandé quelque chose, afin que véritablement tout soit mis sur pied, afin que ces événements-là tiennent de façon adéquate et que les visiteurs qui vont arriver au Cameroun repartent avec une image véritablement satisfaisante de ce pays. Mais lorsque ces visiteurs arrivent au Cameroun, dans toute la saleté dans laquelle nous sommes actuellement, l'insalubrité, vous voyez avec quelle image partiront, ce n'est pas satisfaisant. Donc pour nous, c'est M. Biya qui chaque fois doit être évalué et qui doit être jugé. André Tambeka, seul M. Biya doit être évalué, il doit être jugé. Joseph John Gouté et l'ensemble du gouvernement, eux, n'ont pas droit à passer également à cet exercice d'évaluation. La question donc, à quoi sert le gouvernement et à quoi servent les conseils de cabinet qui se tiennent le dernier jeudi? Je veux préciser une chose. M. Biya lui-même avait dit que ces ministres ne sont que des fonctionnaires à qui il a donné un strampontin. Il a dit en fait. Je me souviens pas. Il a dit ça. Dans quelle interview? Dans quelle interview? S'il vous plaît. Dans la littérature de la 11e province. S'il vous plaît. Même s'il n'a pas dit c'est mon pote. Dans la littérature de la 11e province. Son galant et poli, s'il vous plaît. Alors, André, continue à vous évaluer. La question est dans celle-là. Est-ce que
Joseph John Boutet et son équipe ne doivent pas être évalués à raison de ce qu'ils ont reçu mandat de celui qui a été élu par l'ensemble du peuple camerounais. Je voudrais signifier ici qu'il est important que lorsque nous débattions sérieusement. Parce que si l'opposition aujourd'hui, dans cet unionisme qui se dégage, dit qu'on ne doit pas évaluer, les Camerounais ne doivent pas évaluer leur premier ministre. Les Camerounais ne doivent pas évaluer leur ministre, ça veut dire effectivement qu'ils démissionnent de leur mandat qui donne le suffrage, n'est-ce pas, au président Paul Biya, et qui met en place un gouvernement pour pouvoir satisfaire les Camerounais. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas évaluer notamment le travail qui est fait. Et je voudrais vous dire que nous avons passé des moments extrêmement difficiles. Il y a eu beaucoup d'aléas. La crise économique en Afrique centrale, la Covid-19 est arrivée, les crises sociopolitiques. Tous ces aléas sont des pesanteurs dans l'accomplissement, n'est-ce pas, des objectifs et des réalisations. Mais vous avez constaté que les chantiers se font. Le pont de Kribi est fini. Le pont du Vourou est fini. Le pont de Kribi a été réalisé, les stades ont été construits. Les salaires des fonctionnaires sont payés. L'activité fonctionne. Peut-être que ça fonctionne comme vous ne voudrez pas, peut-être que ça fonctionne peut-être au rythme qu'il ne voudrait pas, mais l'activité fonctionne. Et dès lors que le pays fonctionne et que les institutions fonctionnent, malgré toutes ces crises sociopolitiques, des guérillas par-ci à Boko Haram, les crises sociopolitiques, la Covid-19, la crise économique en Afrique centrale, le pays reste debout. Nous devons saluer le président Paul Biya et son lieutenant en chef, le premier ministre John Boutet, qui ont pu, n'est-ce pas, avoir cette stabilité-là. Je voudrais également signifier ici que il y a beaucoup de secteurs que nous devons encourager. Le secteur de l'éducation fonctionne très bien. Le secteur de la défense fonctionne très bien. Le secteur de l'enseignement supérieur fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je vais lui donner l'information. Je vais lui donner l'information. Le principe reste le même, on reste calmement, on laisse s'il vous plaît, vous laissez M. Meka ou celui qui a la parole aller au bout de sa pensée, vous pouvez venir, je vois d'ailleurs chacun d'entre vous essaie de le faire, et ensuite lorsque vous aurez la parole, vous pourrez contredire ou dénoncer tout ce qui a été dit par votre prédécesseur. Meka, c'est vous qui avez la parole. Quand je dis le secteur de l'éducation fonctionne bien, ça veut dire que les enfants vont à l'école, ils reçoivent des enseignements et, n'est-ce pas, ces enseignements sont sanctionnés par des examens qui se déroulent très bien. Et quand je parle du secteur de l'enseignement, je parle de l'enseignement supérieur qui forme des diplômés, qui travaillent aujourd'hui et qui apportent une plus-value dans la société camerounaise. Je voudrais informer les Camerounais que la plupart des Camerounais qui travaillent dans les entreprises, qui produisent les bénéfices, qui font en sorte que les entreprises évoluent, sont, n'est-ce pas, formées par les Camerounais. Et je dois également signifier que dans tous les médias au Cameroun et en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui forme, n'est-ce pas, les journalistes au Cameroun et en Afrique centrale. Donc, cette compétence-là se révèle très importante dans le cadre de l'éducation. Je dois informer mon ami Biel, qui est mon promotionnaire de fac, pour lui dire que peut-être il a une vieille image de l'université, notamment l'université de Douala. Mais il n'y a plus de saturation dans les amphis. Nous avons notamment dans le cadre de l'université de Douala, à l'Ordessou, qui a été viabilisé, les ambulances ont été achetées pour les... Tout a été réaménagé à l'université de Douala. Donc vous avez... je vous invite à faire un tour demain pour que vous puissiez témoigner de tout cela. Donc il y a une évolution dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amélioration de l'offre
éducative au Cameroun. Quand je parle de la défense, nous était le but et notre défense, que serait-nous aujourd'hui en période de crise où nous sommes attaqués à tous les niveaux, au niveau du septentrion, au niveau du nord-ouest, même à l'extérieur, en Afrique centrale. S'il n'y avait pas eu de défense, si le président Biya n'avait pas eu l'ingénieuse idée de créer le BIE, que serons-nous aujourd'hui? Pourquoi quand je dis que la défense fonctionne bien, on est cas de rire. Aujourd'hui, nous sommes en train de barrer la route à ces factions qui arrivent de la Centrafrique grâce au Cameroun. Donc la défense travaille exceptionnellement bien. Puisque la défense ne travaille pas parce que les instructions, ou alors l'action n'est pas coordonnée, par le premier ministre du gouvernement qui lui est mis à l'écart même de la gestion des hommes en tenue de l'armée de façon globale. Celui qui gère l'armée au Cameroun, c'est le président Biya. C'est le président Biya qui est chef suprême des armées. Même le ministre de la Défense est ministre délégué. Il est ministre délégué, c'est-à-dire qu'il est mandant du chef de l'État. Et c'est le RGPR qui gère le renseignement au Cameroun. Donc c'est des choses connues. C'est-à-dire que bon, ils ne sont pas très informés. C'est normal. C'est pour ça qu'on leur demande de venir dans le RDPC pour avoir l'information stratégique. C'est pour ça qu'on leur demande de venir dans le RDPC pour avoir l'information. Parce qu'ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne connaissent pas tout ça. Donc, je voudrais conclure en disant que nous devons nous réjouir que nous avons un beau pays avec des responsables qui sont véritablement, qui ont la conscience de la nation, malgré les attaques que nous avons, malgré les assauts à l'étranger, malgré tout ce qui est fait comme complot au Cameroun, le Cameroun est resté stable. Et je crois qu'il revient tout de même au Premier ministre John Goutté aussi s'éloigner parce qu'il a pu assurer cette coordination, il a pu tenir ferme par rapport, n'est-ce pas, à tous ces aléas-là. Alors, tous les coups tous les défis à relever, c'est le challenge au quotidien du Premier ministre Joseph John Goutté, qui est au cœur de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, ce Premier ministre est dans la perspective toujours de la crise agricole, toujours de la reconstruction de ces zones-là, de l'implémentation de la décentralisation, mais bien plus d'apporter des réponses pratiques à la population du cadre de vie des populations. Là-dedans, il fait contribuer, il fait participer des acteurs, notamment le ministère de l'administration territoriale, le ministère du développement urbain et de l'habitat, le ministère du commerce, bref, des collaborateurs qui sont susceptibles d'être à l'écoute et davantage à la solution pour le vécu des populations. Vous savez, M. Moutomé, quand on parle de bilan, il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire que les actions immatérielles, c'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas facilement mesurer, on ne va pas se perdre dans ces choses-là. Parce que même s'il n'y a pas de gouvernement, il y a des aspects de la République qui vont tourner en roue libre. Quand les sociétés n'étaient pas organisées, il n'y avait pas il n'y avait même pas d'administration, les gens n'étaient pas tous morts. Donc, parce que la société organisée est structurée, on a besoin des choses quantifiables, mesurables. Quand on vient de parler de la paix, M. Neka parlait tout à l'heure du tribalisme. Le tribalisme. Le tribalisme est là, tout le monde le voit, il est plus aigu qu'avant. Mais les gens vont nous dire qu'on est en train de maîtriser le tribalisme alors qu'ils sont en train d'exacerber le tribalisme. Mais vous n'avez aucun moyen, n'est-ce pas, en dehors des faits, vous n'avez aucun moyen de leur montrer que voici le thermomètre, on est déjà à 30 degrés, on est déjà à 50 degrés. Par contre, ce que M. Dion Goutté, ce que j'attends de ces gens-là, que ce soit lui, que ce soit le président Biya, c'est qu'il y ait des actions concrètes. Des actions concrètes. Et je reviens toujours dans le domaine économique. Quand je vois tout ce qu'ils ont, quand je regarde même leur nouveau programme économique, ils ne nous disent pas exactement où ils vont. Ils ne nous disent pas on va réaliser tel projet. Ils nous disent le gouvernement va faire des facilitations, le gouvernement va... Mais quand on met sur un pied un programme économique, on doit le meubler avec des projets précis. Des projets de développement. On a vu dans les années 80, dans les années 70, quand M. Aïdjo disait que je voudrais faire la révolution agricole, comme ils ont dit d'ailleurs que agricole dans leur source nationale, dans leur stratégie nationale de développement. M. Aïdjo nous a dit je veux créer des sociétés de développement. Il a dit dans chaque région, dans les 7 régions, sur des chaos, sur des blés, sur des rimes, sur des camps, il les a placés dans toutes les régions. Il a fait ses comices agro-pastoraux pour amener la population à adhérer à ces projets. Et puis il a défini quelque chose de précis. Il était sur le terrain.
Mais non, les gens ne peuvent pas dormir chez eux et puis venir nous dire des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, quand je regarde un gars comme quelqu'un qui n'a aucun poste, qui n'a aucun pouvoir, comme M. Bernard Djonga, je crois qu'il travaille plus que tout le gouvernement de M. Biya. Parce que lui, tout seul, il a créé cette affaire d'interprofessionnalisation avicole, je ne sais pas comment ça s'est appelé à l'ouest. Il a fait en sorte que la région de l'ouest devient la région qui produisait les œufs dans le Cameroun et qui a ravitaillé toute la République et même l'Afrique centrale. C'est les actes à poser. Et puis, quand ils nous disent qu'ils vont créer la révolution agricole, et que l'État comprenne qu'il doit, j'attends, parce que je ne voudrais pas faire le bilan de M. Dion Bouté, je voudrais lui dire ce qu'il doit faire. Parce que ça ne sert à rien de venir balbutier comme ça. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit nous démontrer que l'État va créer des infrastructures, les routes, les ponts, les machines, tout ça, que l'État va mettre sur pied des mesures d'incitation et que les collectivités publiques doivent, n'est-ce pas, jouer aussi leur rôle en créant justement des postes agricoles. Par exemple, parce que toutes les 10 régions du Cameroun sont des régions agricoles. On peut créer l'agriculture dans toutes les régions et qu'il y a un poste agricole dans chaque région, qu'on met peut-être un ingénieur agronome, qu'on met deux ingénieurs de travaux, qu'on met 4 techniciens d'agriculture et qu'ils soient là justement pour pouvoir accompagner les populations, que l'État les paye, que les collectivités publiques locales les payent, que les collectivités publiques locales mettent sur pied une politique qui permet aux jeunes d'avoir accès aux terres, qu'on crée des possibilités pour leur permettre d'avoir accès aux terres et qu'on puisse lancer justement cette agriculture-là et qu'il y ait le suivi d'interprofessionnalisation à l'extérieur qui doit être une société intelligente qui joue l'interface entre les agriculteurs et le reste du monde. C'est-à-dire qu'ils doivent apporter les intrants, ils doivent apporter les semences, ils doivent apporter tout, ils doivent chercher comment vous appelez encore ça, etc. pour que le pays se remue. Pas que les gens aillent s'asseoir et nous disent qu'ils sont en train de faire la paix, le tribalisme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur. Si les gens sont au pouvoir, c'est pour que le niveau de vie des Camerounais augmente. Et je dis, ils sont hors sujet. Ils ne font rien du tout. Et je pense que moi, à la place de M. Dion Bouté, je me poserai des actes quitte à ce qu'on enlève. Parce qu'il faudrait que, si quelqu'un est Premier ministre, qu'il puisse faire quelque chose. Parce que là, il va rester là-bas comme son prédécesseur qui était là. On voyait de temps en temps, il écoutait ce que le président disait, il était à la limite le porteur de bouclier du président. Comme je vous disais tout à l'heure que le président a dit au secrétaire général Premier ministre, de dire au Premier ministre, au secrétaire général Premier ministre, de dire au Premier ministre, de dire au ministre des Sports, de dire à l'Afrique, attendez, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, le pays Cameroun n'est pas gouverné, cher monsieur. Donc, je crois que la thématique est importante pour faire comprendre à ces gens-là qui sortent de ce train-train. Et cela est dommageable, parce que le fait que M. Aïdjo est donné le pouvoir à M. Biya, qui est un fonctionnaire, qui a fonctionné auprès de lui, nous a connu dans une situation où le Cameroun fonctionne tout simplement. Tous ceux qui sont au pouvoir sont des fonctionnaires et ils fonctionnent. Il n'y a personne qui peut fixer un cap et puis chercher des stratégies pour atteindre le cap. Parce qu'un homme politique qui a le pouvoir n'est pas là pour faire comme... D'ailleurs, j'ai suivi une des instructions de M. Dion Bouté qui se plaignait parce que les décrets qui sont signés par... qui mettaient un terme à certains comportements des ministres, qui signaient des décrets sans pouvoir, n'est-ce pas, se référer au visa administratif du Premier ministère et tout ça. Tout ça là peut être géré par le secrétaire, par le chef de bureau du ministère, du Premier ministère. Le Premier ministre ne doit pas verser dans ce genre de travail-là, de train quotidien. Ce qu'il doit faire, c'est nous dire où est-ce qu'il nous amène. Puisque le président lui-même a plus de l'âge, il n'est pas sur le terrain, il n'est pas visible. Lui, il est le Premier ministre, chef du gouvernement. Il faudrait qu'il prenne le vent, qu'il prenne le bâton de commandement. Et s'il doit remplacer le président, qu'on le voit sur le terrain et qu'il puisse nous dire où est-ce qu'ils amènent il nous amène. Voilà le document qu'ils nous ont donné, on ne sait pas. Ils ont parlé de transformation structurelle économique camerounaise. Ils ne parlent même pas avec le secteur privé. Ils ont des problèmes avec le secteur privé. Mais ces gens nous amènent nous. Donc, de grâce qu'ils comprennent que nous, on constate qu'ils sont hors sujet, qu'ils ne sont pas dans le sujet. Ils sont à la périphérie du sujet et on va gérer le Cameroun comme ça. Le Premier ministre et son équipe sont-ils en marge même des réalités camerounaises? Sont-ils pas dans le sujet et davantage dans les recommandations ou prescriptions qui leur ont été données par le président de la République? Il semble que le président leur a donné certainement des prescriptions, une feuille de route. Il a tourné le dos, il est parti. Parti où? Il est là où il est. Puisqu'il est là tout le temps. Soit on va être sérieux, on va être sérieux. Donc, il est là où il est. On constate tout simplement que le gouvernement maintenant doit se déployer comme un navire qui n'a pas véritablement de capitaine. Il y a un capitaine, le Premier ministre. Le capitaine, soit le capitaine c'est le président de la République, soit le capitaine c'est le Premier ministre. Ou alors peut-être le président fabrique un bateau, il dit donc, il choisit un individu, il dit que bon, toi tu es
tu es le capitaine. Voici, peut-être il ne maîtrise même pas, le système de navigation. Il nous dit que bon, vous allez naviguer, vous allez arriver peut-être à 500 km, vous allez aller à l'est, ensuite vous allez voyager encore 300 km, vous allez aller à l'ouest, et lui il reste au bord, et le navire est parti. Et pourtant, qui va répondre du fonctionnement de ce navire-là. Donc c'est pour dire qu'en réalité, au Cameroun, chaque ministre fait ce qu'il peut, le Premier ministre fait ce qu'il peut. Le Seigneur Philemon, il a été là pendant 9 ans. 9 ans. Aujourd'hui, il est un lointain souvenir. Monsieur John Gouté, ça fait tout juste 2 ans. On attend de voir ce qui va arriver. Pour nous, les Camerounais, à l'heure actuelle, au vu de la situation de ce pays, la chose la plus importante, c'est d'abord le retour à la paix. Le Cameroun est attaqué de toutes parts, à l'est, par les rebelles centrafricains, et il se dit même qu'il y a une rébellion camerounaise qui s'est remise dans cette zone-là. On a lu des communiqués allant dans ce sens-là. On est à l'extrême nord, Boko Haram. Dans la région du nord-ouest, sud-ouest, on a les sécessionnistes. Donc on souhaite d'abord en priorité que la paix revienne. Je pense que ça devrait être une mission prioritaire pour monsieur. C'est une action sur laquelle le Premier ministre et son gouvernement s'emploient au quotidien. Vous savez qu'ils ont lancé il y a pratiquement 8 mois, 9 mois, le plan de reconstruction de région du nord-ouest et du sud-ouest, allant dans la perspective d'avantage du retour à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien sur le terrain. On ne voit rien sur le terrain. Je pense que le ministre Paul Tasson, qui était en charge, qui est toujours en charge, voilà, qui est en charge, n'est-ce pas, d'implémenter ce plan de relance, et sur le terrain, on ne voit rien. Pas d'un seul début de travaux de construction de ponts, pas d'un seul début de travaux de construction de routes, pas d'un seul début de travaux de reconstruction d'écoles, c'est-à-dire que toute cette zone-là est encore abandonnée à elle-même. Et les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Les Camerounais sont toujours réfugiés au Nigeria et attendent que le gouvernement mette sur pied des moyens, pas, des mesures afin qu'ils reviennent en territoire camerounais et qu'ils retrouvent leur village. Donc, ce qui devait être prioritaire pour M. John Gouté aujourd'hui est carrément un échec. Donc, nous souhaitons véritablement que le dossier, n'est-ce pas, de la résolution de la crise nord-ouest de Niger, quand je dis nous, nous souhaitons que ce dossier-là soit prioritaire et que ce dossier-là lui soit véritablement attribué, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige véritablement, qui gère ce dossier-là, qu'on n'ait pas des atermoiements, qu'on n'ait pas des interférences qui viendraient peut-être du MNAD, n'est-ce pas, qui lui est beaucoup plus un vat en guerre, alors que le Premier ministre semble être quelqu'un de plus conciliant, de plus modéré, de quelqu'un avec qui véritablement les populations se retrouvent un tout petit peu. Donc on souhaiterait que c'est lui qui prenne véritablement le dossier à main et implémente véritablement le projet de retour à la paix dans cette zone-là. Mais ce n'est pas encore le cas. Parce que, vous voyez, la plupart des hommes d'affaires de cette zone-là sont obligés aujourd'hui de venir, n'est-ce pas, installer leurs activités à Douala. La plupart ont abandonné ces deux zones-là. On voit comment ces leurs activités essaient de mettre ici, puisque moi je suis à Douala 5e, on va les voir venir et investir. On n'a rien contre le fait qu'ils investissent à Douala 5e. C'est une bonne chose, mais on souhaiterait que, véritablement, comme c'était pas le passé, qu'ils investissent dans cette zone-là et que les jeunes du nord-ouest, du sud-ouest aient des emplois pour pouvoir vivre et nourrir leur famille. Et ce n'est pas le cas actuellement. D'accord. Alors, Jacques-Bertrand, la décentralisation est là. Le Premier ministre a œuvré pour que cette décentralisation ait encore davantage avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui est issu du grand dialogue national inclusif qu'il a coordonné, qu'il a géré sur le terrain. Et d'ailleurs, au sortir de l'année 2019, première année de son magistère, le chef d'État avait reconnu toute sa bravoure et toute sa dextérité dans la gestion de ce grand dialogue national inclusif et même bien au-delà de ce grand dialogue national inclusif.
Non, monsieur Meka, j'espère que... monsieur... Vous avez la cible. Non, monsieur Meka représente le NDPC ici et que nous sommes un parti qui apporte, qui souhaite apporter l'alternative au Camerounais. Donc, c'est pour cela que j'ai tendance à... Mais vous savez, il a pratiquement, je vais répondre à votre question, mais il a dit tout à l'heure quelque chose de très bizarre. Parce que quand il dit que les salaires des fonctionnaires sont payés, ça dit que tout va bien. Mais c'est M. Mika. Quand vous dites au Camerounais que parce que les salaires des fonctionnaires sont payés, est-ce que tous les Camerounais sont des fonctionnaires? Est-ce que vous avez idée du nombre de jeunes Camerounais qui sont encore dans le syndrome du chômage au Cameroun? De jeunes diplômés, pas de jeunes Camerounais. Parce que dit jeunes Camerounais, c'est comme s'ils n'ont pas les aptitudes pour pouvoir avoir un emploi décent. Est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes Camerounais qui sont encore dans le syndrome du chômage? C'est vraiment très grave. Maintenant, vous savez, M. Moutomé, quand vous parlez de décentralisation, moi j'ai envie de rire. Pourquoi? Parce que on a parlé de repossession de compétences aux communes, aux collectivités territoriales. On a l'impression que c'est vraiment ça. S'il faille qu'il y ait décentralisation au Cameroun, il faudrait que les 15% des finances, que ce soit garanti aux communes. C'est-à-dire 15% des recettes et que ce soit reversé au Cameroun, ce qui n'est pas encore le cas et ce qui ne va même pas se faire. Parce que le Laurent Kaba Libi a récemment, face au ministre des Finances, il a posé des questions au ministre des Finances pour le président de l'Assemblée nationale a dû lui dire que non, arrête de cogner comme ça sur le ministre des Finances. Non, ces gens n'ont pas l'intention en fait de garantir aux Camerounais le mieux-être. Ce que nous attendons, ce que les Camerounais attendent sur le plan de la santé. On aimerait par exemple voir que vous avez parlé du paludisme, que de 0 à 5 ans, que les enfants puissent se soigner du paludisme sans qu'ils ne dépensent le moindre centime. On aimerait que lorsqu'une personne se rend dans un centre de santé, il puisse bénéficier des soins avant qu'on soit en train de lui demander de l'argent. Vous avez parlé dans le gouvernement du RDPC, de l'assurance santé universelle, jusqu'à présent. Et c'est avant que M. Djongoudé ne soit nommé Premier ministre. Mais jusqu'à présent, où en sommes-nous? Il y a un contrat a été signé avec le gouvernement Djongoudé. Ce contrat continue, il est même questionnable. Il est questionnable parce que les Camerounais ont l'impression qu'on a affaire à un club de fonctionnaires qui exécutent simplement des tâches. C'est-à-dire que le gouvernement de M. Biya exécute simplement des tâches. Personne ne prend des initiatives dans ce gouvernement-là. Il n'y a même pas une certaine anticipation dans l'action. Ils sont toujours en train de résoudre une préoccupation qui s'est déjà posée. Vous ne verrez jamais un ministre de ce gouvernement qui se lève et qui dit voilà, sur telle initiative, sur mon initiative personnelle, ou alors voilà un projet que je suis en train de mettre du pied, ça ne se fait pas. Dans des pays sérieux, on a des ministres qui prennent des initiatives. On a des premiers ministres qui peuvent se lever et résoudre un problème d'un dossier chaud, d'un dossier brûlant. Vous avez vu lorsqu'il fallait annuler la taxe sur les téléphones, lorsque le tollé général des populations commençait à se lever, il a fallu que ce soit encore le président de la République lui-même qui instruise que l'on annule la taxe. Non, en fait, on a besoin d'un premier ministre qui puisse répondre. Parce qu'on a dit tout à l'heure que on ne peut pas juger le Premier ministre. M. Meka a pris cela comme si c'était un peu... On ne peut pas juger le Premier ministre dans la mesure où il n'est pas content. Il reçoit des instructions du président de la République. Il ne fait que coordonner une action qui est initiée par le président de la République, dont lui-même n'initie aucune action. Donc il est difficile et questionnable. Il est difficile dans ce cas-là de pouvoir juger une telle personne sur le fait de l'action. C'est très difficile. Très très difficile. On a du mal à s'accorder sur le rôle véritable même du Premier ministre dans le fonctionnement du Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir un gouvernement qui ne reprend pas le Premier ministre ou alors qu'on annule carrément la fonction du Premier ministre? Je ne vais pas aller dans les prérogatives des législateurs. C'est pour ça qu'il est important d'être élu.
être au Sénat ou notamment à l'Assemblée nationale pour pouvoir légiférer. Le PC aura 5 députés à l'Assemblée Voilà, nationale. donc je crois que le RDPC qui a la majorité à l'Assemblée pourra, n'est-ce pas, répondre à cette question. Quand je dis le RDPC, notamment ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont l'écharpe, qui ont qualité, n'est-ce pas, à légiférer. Je voudrais signifier ici qu'ils veulent me prendre en partie dans la politique politicienne en me disant les fonctionnaires, est-ce qu'ils ont un rôle? Nous prenons acte du fait que le PCRN considère que les fonctionnaires ne sont rien. C'est ce que vous avez dit, qu'ils ne sont rien et qu'ils ne peuvent rien apporter. Vous pouvez vivre sans médecin, vous pouvez vivre sans les enseignants. S'il n'y a pas d'enseignants, vos enfants iront à l'école. Vous pouvez vivre sans les fonctionnaires de police. Non, je vous pose une question. Je vous pose des questions claires. Vous pouvez vivre sans médecin, vous pouvez vivre sans les enseignants. La plupart sont des fonctionnaires. Je dois vous dire que je prends acte, et les Camerounais doivent prendre acte que si le PCRN arrive au pouvoir, les fonctionnaires, ils vont les mettre entre parenthèses. C'est ce que vous avez dit. Je voudrais également dire que je voudrais donc vous dire que le chef de l'État a pensé à tout ça. C'est pour ça qu'il a pensé la professionnalisation dans les universités d'État, pour qu'il y ait le taux d'emploi. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de cette politique, le chef de l'État a mis le plan triennal jeune, où il y a déjà 32 000 jeunes qui ont été sélectionnés pour que cela soit financé. Et je dois également signifier, s'il vous plaît, je dois également signifier qu'il y a dans les établissements les centres d'incubation qui permettent, n'est-ce pas, de booster les start-up et de booster les PME. Et je dois dire, peut-être que les Camerounais ne savent pas que l'ESSEC de Douala a un centre d'incubation qui permet, n'est-ce pas, de booster les étudiants de l'ESSEC dans le cadre, n'est-ce pas, de la création de PME. Je veux aussi signifier à M. Mang, dont le PCRN dit que les fonctionnaires ne servent à rien. Je comprends dire, monsieur le président, je n'ai jamais dit sur ce plateau que les fonctionnaires ne servent à rien. Tout ce que j'ai essayé de relever, c'est que vous dites que parce que les fonctionnaires au Cameroun sont payés, ça veut dire que tout va bien. C'est pas ce que je dis. Quelqu'un doit vous rappeler que tous les Camerounais ne sont pas des fonctionnaires et que pour ceux des Camerounais qui ne sont pas fonctionnaires, le PCRN pense aussi à eux et ils pensent que ceux-là aussi ont le droit de citer. Merci beaucoup. Je voudrais continuer en disant que le chef de l'État a pensé à la loi des finances. Oui. Puisque cela sera coordonné par le Premier ministre qui va implémenter cette politique. Donc, le financement des PME camerounaises... Donc vous répondez à ma question, comment peut fonctionner le pays sans Premier ministre? S'il vous plaît. Donc, on a le président, on a le secrétaire général de la présidence de la République, et puis on a le ministre. Monsieur Moutonné, vous êtes journaliste. Non, vous le ramenez tout à l'heure au président de la République. Non, suivez. Vous êtes journaliste, vous appliquez la politique du PDG. Et en cela, si je veux interroger, diagnostiquer effectivement quelle est la politique de cette maison, je me dois, n'est-ce pas, de diagnostiquer quelle est la vision du PDG et qu'est-ce que vous allez implémenter. Donc et ils ont questionné, notamment le gouvernement de façon générale, et ils ont dit eux-mêmes que c'est le président qui doit être jugé, et ils m'ont posé un certain nombre de problèmes en termes, n'est-ce pas, de solutions. Et c'est cette solution-là que je suis en train de dire, que dans la loi des finances, il a été dit que les PME camerounaises seront financées pour les projets agricoles, pour les projets d'élevage, pour pouvoir, n'est-ce pas, barrer la route à nos économies qui sont extraverties. Et je voudrais également dire que sur les 55 000 km de route au Cameroun, 21 000 km de route ont été bitumées, c'est-à-dire presque la moitié des routes au Cameroun sont bitumées. Je voudrais également dire, quand il parle de projets, le président Biassou, l'impulsion du président Biya avec la coordination du gouvernement du Premier ministre John Gouté, il y a eu la Sonatel qui transporte l'énergie. Il y a la création de la Socamine. Il y a un barrage qui est en train d'être créé de près de 500 milliards qui va générer près de 300 000 mètres cubes d'eau.
alimenter, aider à Yaoundé, qui est déjà en cours et qui est presque en finalisation. Donc quand il parle notamment de politique, de ce qu'il doit faire, il y a une vision. Il y a une vision qui est... Il dit davantage que le Premier ministre ne sait pas encore ce qu'il veut et qu'il devrait... Le Premier ministre coordonne les activités du gouvernement. Le Premier ministre coordonne les activités du gouvernement et il fait également le suivi de ces activités-là. Quelle est donc sa valeur ajoutée dans toutes ces activités? Qu'est-ce qu'il apporte, lui, Ce qu'il apporte, c'est effectivement le suivi, notamment le contrôle, c'est-à-dire il s'assure que cela est fait et bien fait, le contrôle a priori, le contrôle a posteriori. Et si vous remarquez bien, il est effectivement présent. Les réunions de coordination se font et chaque ministre est interpellé par rapport à ses objectifs. Les ministres eux-mêmes sont suffisamment efficaces aux endroits où ils ont été mis. Monsieur Mouton, vous allez me permettre, on a parlé des fonctionnaires tout à l'heure. Justement, les fonctionnaires, c'est le plus grand problème que le Cameroun a. Pourquoi les fonctionnaires, c'est le plus grand problème? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être au début et à la fin des projets. Dans un pays normal, vous ne pouvez pas concevoir, imaginer un projet vous-même. Les fonctionnaires sont ceux qui pensent, qui imaginent les projets, qui les conçoivent, qui les mettent dans les plans de projets d'investissement public, qui passent les marchés et qui suivent les travaux sur le terrain et à la fin, qui réceptionnent les travaux. Non, dans tous les pays du monde, il y a un œil extérieur, c'est des cabinets privés qui doivent assurer le relais. Il faut qu'il y ait un regard extérieur. Et c'est parce que justement au Cameroun, les fonctionnaires sont au début et à la fin des projets, que tous les projets sont généralement immatures, non-nés et qui n'aboutissent pas. Quand les fonctionnaires vont comprendre qu'ils ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga, peut-être que le Cameroun va pouvoir... Donc il faudrait qu'on le comprenne. Maintenant, pour revenir au Premier ministre... Il y a 16 hommes. Ces hommes également ont des prérogatives sur le terrain. Oui, d'accord. Le Premier ministre... Accompagner le Premier ministre dans son action, dans la coordination de cette action-là. Le Premier ministre ne choisit pas ses hommes. Il est venu à trouver justement ces fameux fonctionnaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est consulté à propos pour poser son équipe. Je suis dans cette télé, je ne réponds pas. Non, c'est sérieux. Je suis sérieux. Au quotidien, et des gens pour lesquels j'ai l'obligation d'offre de résultats au regard des objectifs qui sont les miens. Monsieur Mouton, vous parlez comme si vous n'étiez pas Camerounais. Regardez la Tamer. Vous avez arrivé à la Tamer, il y a un président du conseil d'administration qui vient de réseau, le directeur général qui vient de notre réseau, le ministre des Transports qui vient de notre réseau. Ils arrivent là, ils se neutralisent. La Tamer ne pourra jamais voler. Parce que justement, oui, non, ça c'est l'administration. Ça c'est comme ça que l'administration fonctionne. C'est pour revenir à un cas que vous pouvez facilement voir. C'est comme ça que vous êtes ministre ou chef de service, vous avez un chef de bureau dans votre service qui dépend, c'est-à-dire qui a été nommé par un réseau qui est là, vous ne pouvez pas lui donner. Vous donnez le ministre ne travaille pas parce que les réseaux. Et ce que le ministre doit faire, ce que tout le monde doit faire dans l'administration, c'est permettre, n'est-ce pas, aux responsables des administrations publiques qui ont le pouvoir de conduire les projets, de pouvoir avoir la possibilité de permettre qu'il y ait un regard extérieur sur le travail qu'ils font. Si on ne le fait pas, s'il n'y a pas un regard extérieur, c'est entre eux qui passent les marchés, qui font ce qu'ils font, ils n'arriveront jamais à rien. D'ailleurs, ils n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Ça fait 10 ans qu'ils ont mis, 20 ans qu'ils ont mis des projets en place. Je crois qu'on a atteint le point d'achèvement depuis 2006. 2006, nous sommes en 2020. Ils sont en train de patauger. Ils ont dépensé des sommes faramineuses. Ils ont endetté le Cameroun de la manière la plus anormale. Ils vont dire que ils disent toujours que le niveau de la dette, le volume de la dette n'est pas grand. Je leur dis toujours que la qualité de la dette est très mauvaise. Et c'est pour cela que cette dette-là plombe notre budget. Et c'est pour cela que le Cameroun a des problèmes, parce que vous pouvez avoir un budget de 4 000 milliards avec 1 000 milliards pour payer tous les services de la dette. C'est le cas du Cameroun. Donc, il y a un travail qui n'est pas vraiment qui est fait. Donc, M. Biya lui-même est un fonctionnaire. Il a été recruté comme fonctionnaire. Il a travaillé, il a passé toute sa vie à fonctionner. Et il a mis tout sur les fonctionnaires. Et le Cameroun est entré dans ce train-train. Et il faudrait qu'un homme politique prenne le pouvoir au Cameroun. Pour que le Cameroun soit un pays où on peut fixer un cap.
et puis laisser toutes ces contingences-là et amener les gens à atteindre l'objectif sans pouvoir, n'est-ce pas, avoir tous les pesanteurs, parce que le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui vit dans le pesanteur, c'est quelqu'un qui attend son stade à la fin du mois, c'est quelqu'un qui est dans la corruption, c'est quelqu'un qui est dans l'immobilisme, c'est quelqu'un qui sait qu'à la fin il faut relativiser. Il a perdu le sens de la rentabilité, puisque quand vous regardez le bulletin d'un fonctionnaire, moi j'ai été en fonction publique, on vous met assiduité, ponctualité, respect de la hiérarchie. Voilà les différents repères. Mais tu as dit innovation. Innovation, ça dépend. Innovation. Relation avec la hiérarchie. Innovation. Innovation, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas le sens de prendre les initiatives dans ce que tu veux. Parce que tu ne peux pas faire des innovations qui sortent du cadre de ton ministère ou du cadre des outils qui sont ton été. Tu peux faire des propositions. C'est donc un pays qui est gouverné par les fonctionnaires. Et d'ailleurs, il a raison de protéger les fonctionnaires parce que RDPC fait partie des fonctionnaires. Il y a que les fonctionnaires, tous les sous-préfets, dans leur statut même. Nous protégeons tout le monde. Quand vous êtes gouverneur, vous êtes membre de leur bureau, je ne sais quoi. Donc, c'est un parti des fonctionnaires et qui ont pris le Cameroun en otage et ils ont pris dans un étau. Il faudrait que les Camerounais arrivent à desserrer le taux pour s'en sortir. Alors, dans cette équipe gouvernementale, y a-t-il des ministres qui se démarquent du lot, qui essayent, malgré les pesanteurs, tout de même, de répondre aux sollicitations, aux attentes et aux désirata des populations? Il est difficile de véritablement voir un ministre qui se démarque dans ce gouvernement. C'est très difficile. J'aimerais bien qu'on me dise un côté qui a reçu des notes de la presse allant de 12 à 18 pour les 2 premières années passées à la tête de la primature. Il y a des ministres pour la Tangandji. Pour la Tangandji, c'est un homme de poigne, c'est un homme qui aurait pu être un homme de la situation, mais il a plutôt envenimé quelque peu la situation dans la zone du nord-ouest sud-ouest. Il n'arrive pas à dialoguer, contrairement au Premier ministre, lui c'est dialoguer. Donc le fait qu'il soit véritablement assez agressif a plutôt entraîné les habitants de cette zone-là à se braquer contre non seulement le gouvernement, mais aussi l'État du Cameroun, ce qui n'est pas bien. Donc il faudrait maintenant qu'on remodifie les choses et qu'on amène les populations à comprendre qu'il faut faire une différence entre le régime RDPC, le gouvernement BIA et le Cameroun, et l'État du Cameroun. Alors, le ministre, c'est ce que tu as coûté. Non, Célestine Ketia-Koutez, c'est une dame chamane, certainement. Mais pour être sérieux, je pense qu'elle aurait peut-être été plus utile dans la ville où elle était. Que au poste de ministre de l'Habitat. On a vu le chantier bouger avec les chantiers qui sont initiés, elle va tout simplement les visiter. Et pas seulement les visiter parce que ce n'est pas elle non seulement qui choisit. Par exemple, à Douala, le chantier du Planète être achevé parce que justement présente sur le terrain, motivant les entreprises, pratiquement les amenant vers l'ascension, donc à bouger sur le terrain. Je dis donc que son rôle, c'est tout simplement de visiter ces chantiers, d'essayer de mettre la pression, parce qu'elle n'est pas au niveau où véritablement les entreprises prestataires sont véritablement contrôlées. Elle n'est pas au niveau où elle peut véritablement mettre la pression afin que les choses évoluent. Et elle n'est pas au niveau où elle peut véritablement faire aboutir un projet. Donc elle tout simplement là, elle visite ces chantiers-là. Et je voulais aussi parler pour le ministre ne m'avait pas demandé. Je ne vous ai pas demandé, je voulais parler pour le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, au départ, on a cru que c'était quelqu'un à qui on pouvait véritablement faire confiance. On a vu son dynamisme, on a vu sa disponibilité lorsque la crise est survenue au Cameroun. Mais par la suite, on voit aujourd'hui qu'il est rattrapé par des scandales. Il est rattrapé par... Je ne sais pas si j'ai vu un scandale autour du ministre. Oui. Il a plusieurs fois évité de passer à l'Assemblée nationale pour être interrogé par les députés, notamment par le député Jean-Michel Mitchell, qui avait des questions sur des points précis pour gérer. Oui, mais lorsqu'un ministre refuse de venir à l'Assemblée nationale pour reprendre de la gestion de son département, ça veut dire qu'il y a des choses à se reprocher. Et aussi,
On voit aussi le scandale sur les machines qui devaient se charger, n'est-ce pas, de réaliser la dialyse des malades dans le nord ou le sud-ouest. On voit le scandale qui est aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, sa santé, lorsque les machines sont dans un hôpital, c'est pas forcément le ministre de la Santé qui en est responsable. Oui, non, il faut dire qu'il y a un droit de réponse. Je veux dire donc que quand un ministre ne peut pas véritablement répondre de ce qu'il fait dans son gouvernement devant la population ou bien devant l'Assemblée nationale, il est obligé de tripatouiller, de détourner ce qu'il peut pour s'enrichir personnellement. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il en est véritablement autour du ministre de la Santé publique. Je sais également que le ministre a essayé chaque fois d'apporter des éléments de réponse sur les problèmes qui ont été posés. Je ne suis pas dans le contraire, je donne des avis qui sont ceux de cette émission. Jean-Pierre Tramant, toujours dans la perspective de ce ministre-là, Luc Makomba Gatangana, au ministère du Commerce. Non, en fait, Monsieur Luc contre la vie chère. C'est quelqu'un, malgré son handicap physique, qui a beaucoup de volonté. Vous voyez, et il a un handicap physique. Conforme au ministre du Commerce. Ah, vous parlez du ministre du Commerce. Le ministre du Commerce. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il a quel handicap? C'est une déclaration grave. Il est médecin. Ça veut dire que c'est pourquoi on entend ce que là, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Mega, nous restons dans l'objectivité. Il va nous entraîner. Moi, je ne savais pas. Ce qu'il faut retenir de ce monsieur, vous avez parlé de volonté. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui n'a pas un niveau de décision où il peut changer le pays, mais il a beaucoup de volonté. C'est déjà quelque chose de très important. Alors, toujours dans la perspective de cette lutte contre la pandémie Covid-19, on a évoqué le ministre Gabriel Douloudoké. C'est un jeune. C'est un jeune. Et en fait, ce qui caractérise la jeunesse, c'est le dynamisme. Et c'est pour cela que moi, je donnerai des points positifs au ministre de la Santé, par exemple. Le ministre de la Santé, M. Malachi, qui, on a vu communiquer, il a apporté quelque chose de particulier au gouvernement, c'est-à-dire que, de nouveau, il communique sur les réseaux sociaux, il est prompt à réagir lorsque son ministère est attaqué et tout. C'est quelque chose de très important qui se fait dans d'autres pays plus sérieux que le nôtre. Et c'est quelqu'un qu'il faut, je pense, conserver, c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose de positif. Vous remarquez qu'il est jeune. Vous voyez donc que lorsqu'on est jeune, on peut apporter un certain dynamisme dans une nation qui est menée. Alors, Henri Gameka, avec vous également, on va évoquer quelques noms, notamment le ministre Jules Doré-Ndongo. Oui, je crois que ce qui concerne son rôle dans les eaux forêts, il fait son travail. Mais je crois que... Avant de revenir sur ce que vous voulez dire, il y a le ministre des Sports, Narcisse Molekombi, au sport. Oui, je crois qu'il a pris la mesure de la tâche qui était notamment la réalisation des chantiers et il était à plein pied. Et je crois également qu'en ce qui concerne les guéguerres à la FECAFOOT, il a pu faire ce qu'il pouvait. Il a trouvé un entraîneur qui, bien qu'il y a eu quelques polémiques, mais qui gagne. Et c'est important de le souligner. Je voudrais vous dire qu'il y a un quatuor pratiquement qui m'intéresse. D'abord, le Min Santé. La Covid-19, on a eu des appréhensions, mais ça a été bien géré en termes de logistique. Il y a eu dans la logistique, il y a eu effectivement ce suivi de la gratuité. Parce que je crois qu'il y a eu des hôpitaux qui voulaient effectivement faire dans la surenchère. Il a fait ce suivi. Il était en contact avec le peuple camerounais. Je crois qu'il faisait des tweets chaque fois pour nous donner le pouls et il répondait aux Camerounais. Je crois qu'il a été très excellent dans le domaine de la communication et dans le domaine de la gestion de la santé, notamment en termes de logistique et en termes, n'est-ce pas, de suivi pour qu'il n'y ait pas la surenchère. Et également, n'est-ce pas, le ministre de l'AT. N'eût été la présence du ministre Atangandi, c'est que certains entrepreneurs du chaos auraient fait un nid au Cameroun. Je crois qu'il a vraiment travailler sur la surveillance du territoire, l'intégrité du territoire, et il a travaillé pour qu'il y ait de l'ordre. Et je crois qu'il est important d'avoir ce genre de ministre pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre la dimension
de la paix et de pouvoir, n'est-ce pas, réagir avec efficacité comme il l'a fait. Je veux également vous parler du ministre de l'Enseignement supérieur. Je parle à témoin avec moi, M. Mio. Vous savez, à l'époque, notre pays, il y avait des grèves partout, des enseignants, des étudiants. Aujourd'hui, avec cette approche du dialogue social, je crois qu'il y a une pacification. Et lui parlait de partenaires privés. Et effectivement, il y a une intégration des partenaires privés parce que non seulement les instituts d'enseignement supérieur permettent, n'est-ce pas, de pouvoir apporter notre dynamique, mais également de permettre en sorte que le dernier ministre, c'est la défense. C'est vrai qu'il est ministre délégué, mais il est important d'apprécier d'abord cette bonne coordination, cette belle ambiance qui existe, cette motivation de la défense qui a permis, n'est-ce pas, de pouvoir nous protéger, l'intégrité territoriale. Il a une façon, il a une communication, il a une manière de faire, il a une présence. Vous savez, il a passé le fait de l'année passée avec les militaires dans le Grand Nord cette année. Il rend visite, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Il encourage l'armée. Vous savez, à l'époque, on a eu des craintes. Il y a eu des grèves, n'est-ce pas, des militaires de la MINUSCA qui revendiquent ce prime. Tout cela est un souvenir lointain. Donc, le MINSanté, le MINUSUP, la défense et l'AT, je crois qu'ils ont joué le quatuor intéressant pour que les choses puissent se faire. Certainement que d'autres ont fait des activités, mais je crois que c'est ce que j'ai pu remarquer. Non, moi je voudrais vous dire que le président de la République, il a fait une conversation au temps de Mara Faou, disait que sur 60 ministres, il avait à peine 5 ministres, sur les autres c'était des fonctionnaires en oubli. Donc tous ces ministres-là, moi je n'ai rien à dire. Ils sont là, on sait pourquoi ils sont là. Ils ont des relations. Je voudrais vous dire, il y a des faits. Par exemple, vous avez vu les Ambazoniens qui ont été arrêtés au Nigeria, qui sont aujourd'hui en prison, les Aïtabé. Je voudrais vous signaler que ce que le Nigérien a fait, on a vu en Algérie, au Mali, la première fois avant que ATT n'arrive au pouvoir, quand il y avait justement la guerre au Mali, comme une guerre semblable à celle qu'il y a ici, quand on a pris les sécessionnistes en Algérie, le gouvernement algérien a demandé au gouvernement malien d'envoyer des gens négocier avec eux. C'est pour ça qu'il y a eu Alger 1. Et puis il y a eu des accords. Et c'est ça qui a permis d'entrer la démocratie. C'est ce que le Nigeria aurait dû faire si le président Obasanjo avait la présence d'esprit de mieux faire. Mais on les a envoyés ici et ça nous a enlisé la situation. Vous êtes en train d'apprécier les gens parce qu'ils sont vous êtes en train d'apprécier le ministre de l'AT, le ministre de la Défense, etc. Très bien. Les actes qui sont en train de poser là, nous sommes dans une situation qui est tendisée. C'est bien d'apprécier, mais j'ai peur que la manière dont ce problème a été abordé, qu'à la fin, ça se retourne contre nous. Parce qu'on doit sortir de cette crise. Et on ne sortira jamais de cette crise sans s'asseoir autour d'une table. Il n'y aura aucun moyen. Même si nous, on tue tous les Ambazoniens, les Amba Boys, l'affaire ne finira pas. Il n'est pas question, ce n'est pas la guerre qui va régler ce problème. Le problème va se résoudre autour d'une table. Parce que sinon, nous allons risquer d'avoir une armée là-bas qui sera considérée carrément comme une armée d'occupation. Et puis, les populations ne seront pas avec nous. Et je vous ai dit tout à l'heure que dès lors que personne, c'est-à-dire que les réfugiés, les déplacés, personne ne fait le mouvement inverse, ça veut dire que nous n'avons pas bougé d'un pas. Et on ne peut pas nous dire que la situation a dû s'améliorer quand personne ne bouge. Monsieur Tasson Paul nous dit qu'il doit faire la reconstruction, d'accord. Mais est-ce que lui pense sincèrement qu'il peut aller mettre un papin là-bas? Aujourd'hui, les gens vont bien que pour installer un sous-préfet, ça donne ce que ça donne là. Il faut aller maintenant commencer les constructions dans une zone pareille. Non, il faut qu'on soit sérieux parce que nous sommes en train de nous comporter comme si nous étions des étrangers dans notre pays. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que les gens doivent mettre de l'eau dans leur vin et puis descendre un peu de leur piédestal et comprendre que c'est ce qui compte, c'est le Cameroun. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas le pouvoir, c'est non. Je crois qu'on est allé très loin. Et puis, quand on a près de 4 000, 5 000 morts, ça devient compliqué. Parce que si vous dites que cette guerre s'est arrêtée, alors ceux qui ont provoqué les 4 000, 5 000 morts, ils vont dire que les 5 000 morts étaient pour pas. La contrepartie, c'est quoi? Parce que nous avons eu la guerre d'indépendance, il y a eu 1 million de morts, mais nous nous sommes calmés parce qu'on a eu l'indépendance. On s'est dit, oui, nous avons eu des morts, mais la contrepartie, c'est l'indépendance. Mais alors, les gens sont en train de mourir, pourquoi? Est-ce que nous allons à la fin dire que les gens sont en train de mourir pour le fédéralisme? Est-ce que vous pensez que c'est... On a eu le fédéralisme en 61, il n'y a pas un coup de fusil.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la contrepartie du fédéralisme, ce sera 5 millions? Donc, faisons très attention, essayons de mettre un terme à cette affaire pendant qu'il est encore temps, parce que si nous continuons à tirer et à applaudir les gens qui sont en train d'entretenir cette affaire, j'ai peur, en dernière minute, nous serons pris dans les taux de quelque chose de très compliqué. Donc, pour ma part, je crois que ceux qui nous gouvernent n'ont pas pris le bon chemin pour la résolution de cette crise. Ils sont pas dans le sujet et ils sont en train de développer des choses qui ne peuvent pas nous amener vers la solution. La solution est bien entendu ailleurs. Et moi je crois qu'il faudrait que les gens s'aiment assis pour parler entre eux. On va prendre les réactions des téléspectateurs sur nos différents points d'accès. Ils sont très nombreux également ce soir à nous écrire sur nos différents points, le 699 57 30 26, ou encore sur notre page Facebook LTM TV officielle. Bonsoir le panel. Le Premier ministre n'a aucune initiative à prendre. Tout acte que le Premier ministre peut poser et dira toujours sur haute instruction du chef de l'État, M. Meka. Vous-même, vous voyez qu'il vous manque d'arguments lorsque l'on vous demande d'amender le bilan du Premier ministre, chef du gouvernement, vraiment essayer d'avoir des analyses objectives à des moments, lorsqu'on vous invite sur le plateau de télévision, enlever votre casquette partisane, vous êtes loin de pouvoir donner l'essentiel de vos analyses, car vous vous moquez des Camerounais, ce que dit ce téléspectateur. M. le Premier ministre n'a pas de bilan, il ne peut pas prendre d'initiative propre, il n'est donc pas libre de ses mouvements, raison d'avoir été nommé par le chef de l'État, président de la République, M. Macky Sall, qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Autre réaction que nous avons dans le cadre de cette émission, bonsoir à vous, que M. Meka cesse de raconter des balivernes, quoi sur Boko Haram, chaque jour dans le Grand Nord, il y a des exactions, on ne parvient même plus à compter les morts, alors que le RDP cesse tous ces mensonges, même un jour, ils finiront par accepter la réalité et les faits. Pour l'instant, il nous est rapporté que dans la région septentrionale du Cameroun, donc Boko Haram est plus ou moins maîtrisé, les exactions sont de moins en moins présentes sur le terrain. On a comme l'impression que M. Meka n'est pas dans ce pays. Quand il parle des secteurs tels que l'enseignement et la défense, il faudrait qu'il vienne un peu dans les zones du Grand Nord pour voir ses enfants. Ils vont bien à l'école et s'il y a la sécurité dans cette zone. Je suis vraiment déçu par l'approche défensive de M. Meka pour ce qui est de l'action gouvernementale. Pardon. Bonsoir le panel, c'est Christian Damako, c'est curieux, tous les Camerounais sont aptes à critique, ce monsieur qui parle en bleu, je ne sais pas qui est en bleu, et qui accuse M. Bia. Je pense que c'est monsieur qui accuse monsieur Bia, aller chez lui pour voir de quoi il en retourne. Est-ce qu'il est à mesure de pouvoir déjà gérer sa propre structure, sa propre famille, pour pouvoir parler de critiques de l'action du gouvernement malgré toutes les crises que nous avons. Les Camerounais sont toutefois de mauvaise foi s'ils ne reconnaissent pas que le gouvernement se bat, mouille le maillot au quotidien pour leur mieux-être. Bonsoir à vous. Le Premier ministre n'est pas sur le même décret que le ministre, c'est la pression à faire pour le représentant du PCRN, même si c'est la même personne qui signe les décrets, ils ne sont pas alignés sur le même décret. C'est M. Bité qui nous écrit depuis l'Europe, certainement de la France ce soir, Bité de maison. Autre réaction qui nous a envoyé, bonsoir le panel. Les Camerounais veulent les jeunes au pouvoir et dans le gouvernement, mais si c'est comme ça avec la jeunesse du PCRN, il vaut mieux rester avec l'équipe de John Bité et les personnes de ce même âge. C'est Thierry Delavide qui nous envoie son message. Bonsoir le panel, M. Meka. Je me rappelle à une émission dans une chaîne concurrente, vous avez posé la question à tous les copains de savoir pourquoi avez-vous peur du changement, car vous parlez de l'indomptable et je vous pose la question aujourd'hui, la même d'ailleurs, pourquoi avez-vous peur de ce changement-là, si on vous distrait des Camerounais. C'est notre réaction qui nous a été servie ce soir. D'autres réactions continuent d'arriver dans le cadre de ce programme. Bonsoir à le panel, c'est une question qui nous vient d'Yvonne depuis le Gabon, qui s'interroge davantage de ces critiques faites par l'opposition camerounaise sur l'action gouvernementale. Le
la téléspectatrice va plus loin en précisant que davantage ce gouvernement s'investit au quotidien pour le mieux-être des Camerounais. Autre réaction, toujours dans le cadre de cette émission ce soir, c'est Charlotte de Douala qui nous écrit en félicitant plutôt Joseph John Goutet et son équipe. On a vu des ministres mouiller le maillot au quotidien. Ces ministres se sont déployés pour davantage nous apporter des solutions aux problèmes, le manque d'eau potable et d'électricité. On a vu le ministre de l'énergie sur le terrain, les stades qui n'étaient pas achevés. On a vu le ministre Narcisse Moulay Combi. Aujourd'hui, on aura notre Chan et peut-être demain notre Cannes. Autre réaction toujours de Charlotte qui nous dit aussi qu'elle s'aligne dans la perspective d'André Luther Meka au regard des bons points marqués sur le terrain par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji qui a pu régler la question sécuritaire d'une certaine façon, même si on ne peut pas avoir une sécurité, une insécurité zéro dans deux pays. Alors, réaction, c'est Xavier de Bouillard, le président Paul Biya disait, la critique est facile, mais l'art est difficile. Les partis d'opposition doivent savoir qu'il y a certaines réalités du pouvoir qui ne sont pas forcément perceptibles lorsqu'on observe les choses de l'extérieur. Le RDPC travaille en fonction des réalités actuelles. C'est comme dit cet autre téléspectateur qui nous a écrit ce soir. Il dit par ailleurs que le ministre de la Finance fait du très bon travail. Il traque les fonctionnaires indélicats, au-delà de cela, des fonctionnaires fictifs. Voilà, c'est l'expression que j'aimerais pas avoir dans son message. Xavier de Bouillard qui nous a envoyé son message ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est responsable à la fois devant le président de la République qui l'a nommé devant le Parlement. D'ailleurs, ce Premier ministre très souvent va devant le Parlement pour dresser le bilan de l'activité gouvernementale et également présenter la politique générale pour l'année à venir. C'est le président de la République qui définit la politique et le gouvernement met en œuvre la dite politique de la nation telle que définie par le président de la République. En conclusion, le gouvernement n'initie rien. Hervé Denchui qui nous écrit toutefois, dit au palais du PCRN que la Constitution à travers son article 11 ne permet pas au gouvernement de prendre des initiatives. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir, j'invite particulièrement M. Meka à venir nous rendre visite au poulailler. C'est Atangana de Mokolo qui nous a écrit ce message-là, M. André Luther Meka. Bonsoir le panel. Ce n'est ni M. Biya ni M. John Goutet qui viendront nettoyer nos villes et le discours constructif. Charlotte qui revient. Bonne soirée à vous, Charlotte, et merci d'être revenu. Bonsoir à vous sur le plateau. Celui qui dit que le Cameroun tout se porte bien, on a l'impression qu'il cherche un poste. Attendez, la suite est un peu insultante, s'il vous plaît, évitez les messages insultants. Vous formez les chemins, vous tuez le pays avec la dette et vous dites que tout va bien. Sachez que vous rendrez compte à nos enfants, tôt ou tard, du chef chimique depuis Yaoundé qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir, M. Mouton, mais s'il vous plaît, dites aux panélistes de cesser de ne pas nous donner la hauteur de la question posée sur la table du débat, s'il vous plaît. Davantage aux représentants du PCRN et du MRC, même si vous voulez toujours dire que tout va mal et que tout est en noir au Cameroun, nous sommes particulièrement déçus par ces postures. Nous devons reconnaître que des actions sont menées au quotidien pour améliorer la situation telle que voulue par les populations à la base. Emmanuel a pris ses responsabilités en acceptant les critiques, mais davantage, nous voulons rassurer les Camerounais. Alors, il parle d'Emmanuel en disant que c'est M. John Goutet qui a pris la part de ses responsabilités en acceptant les critiques et en restant ouvert. Bravo à ce Premier ministre qui reste un homme de terrain, bien qu'il soit toujours dans son bureau à Yaoundé. C'est une autre réaction également qui nous a été servie par un téléspectateur dans le cadre de cette émission ce soir. Autre réaction, peut-être la dernière avant de clôturer cette émission de tout au clair, mais
merci d'avoir pensé également à nous dire ce que fait le Premier ministre au quotidien. Nous attendons davantage de lui plusieurs actions. Également, ses membres du gouvernement, que davantage le président de la République lâche un peu de ses prérogatives et les donne au Premier ministre qui devra s'investir au quotidien pour l'amélioration du cadre de vie des populations à la base. C'est d'ailleurs dans la feuille de route du Premier ministre chef du gouvernement. Bravo à Joseph John Gouté et bonne continuation. Ce que nous dit c'est d'autres téléspectateurs. Merci davantage à vous tous d'être venus encore ce soir dans le cadre du débat interactif sur la télévision du monde. Merci Jacques Bertrand d'être venu ce soir. Merci également à vous Emmanuel Kounier du MRC. Merci Mathieu Rambert du SDF, André Duterméca du PC. Bonne année. Merci, bonne année à vous également. Mesdames et messieurs, c'était votre dernière livraison de cette semaine de Tout au clair. C'est la première semaine de Tout au clair en cette année 2021. On espère vous avoir accompagné et prenons l'âme la semaine prochaine, si peut à Dieu, de nouvelles thématiques, de nouveaux invités pour davantage vous entretenir, vous informer, vous éduquer sur la télévision du monde. Bonsoir à toutes et à tous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet Camelsat au niveau du